Salut tout le monde, bienvenue au 7e épisode de la saison d'Overtime en ce lundi 11 octobre. Je suis Jonathan Filion, avec moi j'ai mon acolyte Pascal Eberhardt. Salut Pascal. Salut Joe, bienvenue à tous, particulièrement Vladi, Georges-Henri, Steve, Florian qui nous ont déjà dit bonjour dans le chat. N'oubliez pas, vous pouvez nous poser vos questions, écrire vos commentaires dans celui-ci s'il y a quoi que ce soit. Mais le plus important, Joe, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va faire le tour des 5 clubs romans, évidemment, en commençant par Genève. On va faire un petit tour à Bienne, Lausanne, Ajoie et Fribourg. Ensuite, on a notre joueur du week-end. On va aussi parler un peu de NHL parce que la NHL débarque sur MySports déjà avec un match pré-saison présenté samedi. Et là, la saison va commencer. Donc, on va faire le tour d'un peu tout ça aujourd'hui. On ne sera pas seul, Pascal. Non, on ne sera pas seul, vous en avez l'habitude. On est 4 pour ces émissions. Et il fait son retour, c'est David Pietronigro. Salut David. Bonjour tout le monde. Et puis pour nous accompagner, pour compléter le quatuor, celui qui d'habitude sifflait et maintenant sanctionne avec une tablette, c'est bien évidemment Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Oui, il siffle toujours, mais des petits airs qui fredonnent avant le début des émissions. On perd pas les vieilles habitudes. C'est pour déconcentrer les animateurs, ça, David, qui fait ça. Ouais, t'as bien connu ça sur ton premier studio. Ils ont quand même essayé de te bousculer un petit peu. À 30 secondes d'entrée en onde, les gars ils disaient « Ouais, on va répondre par oui, par non, ou c'est con tes questions. » Moi, c'est ça qu'on m'a dit avant qu'on rentre en onde. C'est de la pression, ça. Pas besoin d'ennemis. Quand t'as des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Exactement. Je crois que tout le monde est en place. Le chat commence aussi à se remplir avec Ismax et Raphaël qui nous ont rejoints, qui nous ont dit bonjour. On vous rappelle, vous pouvez l'utiliser. Puis on va commencer cet épisode d'Overtime avec Genève. Oui. Voilà le petit panneau qui n'est pas venu. Hein? C'est. Oui, il va falloir que tu sois un peu plus alerte aujourd'hui. Alors, allons-y sur Genève. Ouais. Vas-y, Joe. Vas-y, Pascal, excuse-moi. Ouais, je disais, il y a actuellement, c'est la crise. Oui, il y a des petits bugs ce soir, je sais pas, ce midi. On disait que c'était la crise à Genève. Avec... Vous allez bien, les gars? Le week-end a été compliqué. David, ça va, Tom? Nous, on va... On trouvait que ça rigolait pas assez à Overtime, donc voilà. Non, mais ma connexion en recense, les gars, n'est pas très bonne, donc désolé, je n'avais pas entendu la question. Écoute, ça a été un week-end difficile. Je pense que ça a été encore plus difficile pour Genève le week-end. Je l'ai vécu à Rapperswil. Oui, c'est la crise à Genève parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et quand ça va mal dans une équipe, j'ai l'impression que tout va mal. Les gardiens ne font plus les arrêts, les joueurs suisses sont inexistants. Les 4 étrangers essaient de porter l'équipe sur leur dos, mais c'est difficile à un moment donné de pouvoir gagner avec 4 joueurs qui produisent et le reste qui traînent un peu les pattes. Les joueurs qui ne sont pas dans les bonnes chaises à cause des blessures, l'identité de l'équipe qu'on ne reconnaît pas. Tout va mal à Genève. Et là, ils ont une semaine devant eux avant leur prochain match parce qu'ils ont joué le prochain vendredi cette semaine. Donc, il y avait une semaine. Moi, je me demande s'il va y avoir des changements. Est-ce qu'il va y avoir un électrochoc? Certains pointent du doigt le coaching staff. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est ça le problème, mais par contre, est-ce qu'on va quand même y aller dans cette direction-là pour créer un électrochoc, pour essayer de shaker un peu l'équipe pour avoir des meilleurs résultats? Ça va être intéressant cette semaine, j'ai l'impression. Et si on ne fait rien, est-ce que c'est un constat d'échec? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Est-ce qu'on se dit, les retours de blessures, ça va être ça la solution? La solution est à l'interne? Je ne sais pas, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? David? Moi, je pense un peu comme toi, Jonathan. Je crois que remettre en cause le coaching staff n'est pas la bonne idée. On est trop tôt dans le début de la saison pour vraiment peut-être penser à remplacer Patrick Aymon et son staff. Oui, par contre, le moment est important pour lui parce que depuis qu'il a été nommé head coach de Genève Servette, c'est vraiment la grosse première tourmente qu'il se prend. Ça fonctionnait bien avant aussi pour lui avec les élites, donc c'est un moment important. On va voir comment il réagit aussi. C'est vrai qu'il a beaucoup d'absents, mais on lui donne quand même quelques armes pour répondre avec l'engagement de Sami Vatanen. Même si depuis son arrivée, ce n'est pas non plus folichon défensivement. On encaisse beaucoup trop, même qu'on a 2 défenseurs étrangers. Je pense que c'est une question aussi
de confiance qui a disparu totalement à Genève parce que les matchs ne sont pas mauvais, mais chaque fois qu'il faut faire tourner le match en sa faveur, il y a quelque chose qui ne se passe pas en sa faveur, les rebonds, le petit tir qui passe juste à côté, l'action, le geste final qui manque. Donc pour l'instant, je crois que c'est plus une question sur ce qui se passe ici, le haut du corps, comme ils aiment bien dire, dans les significations. Il y a une blessure qui est difficilement identifiable. Et puis moi, je trouve que Genève est malgré tout, malgré la situation actuelle, quand même plutôt vers le bon chemin parce qu'il y a des joueurs qui devraient revenir cette semaine, on espère. Peut-être pas ce week-end, mais début de semaine prochaine. On parle de Noah Rod, de Marc-Antoine Pouliot, c'est quand même pas rien. Et là, après, quand on aura l'effectif presque au complet, ben, il va falloir performer parce que là, oui, après, on n'aura plus d'excuses. Après, Steph, Pouliot revient. Est-ce qu'il fait vraiment partie tes 4 étrangers sur la patinoire? Qui t'enlève? Parce que, oui, ils ont 2 défenseurs étrangers en Vatanen et Tom Ernest, mais on s'entend que ces 2 défenseurs-là, on leur demande de produire de l'attaque parce que l'attaque vient souvent de la défense. Tu as 2 corps arrière, mais est-ce que tu en déloges un pour Pouliot? Parce que Winnick est intouchable, on va se le dire. Ouais. Phil Pouliot est ton premier centre. Pouliot, il y a quoi comme rôle? C'est une bonne question. Une autre question sans réponse, à mon avis. Ça va être un heureux problème. Moi, je pense qu'avec du recul, c'est toujours facile. Nous, on est toujours après. On dit Yaka, il aurait dû. Voilà. Mais le choix de Vatanen, c'est un excellent joueur de hockey, c'est évident. Est-ce que c'est un bon choix de rentrer un défenseur étranger qui bouffe 25 minutes par match, encore une fois? Tu as Tom Ernest qui en prend 25-30, lui qui en prend 25. Donc, à peu près les deux, ils jouent à peu près le match en entier. Donc, il reste quoi? Il reste des miettes pour les autres. Donc là, en rentrant un défenseur étranger, on a pris il y avait dissension au sein de la direction de dire est-ce qu'on prend un attaquant ou un défenseur? Finalement, c'est Gauchi qui a tranché. Il a dit on prend un défenseur, c'est le meilleur joueur disponible. Est-ce que c'était la bonne décision? Je ne suis pas sûr. C'est à dire après, vous allez me dire. Vatanen est bon, mais ça a créé un déséquilibre dans la défensive. Et il y a beaucoup de mécontents. Vous regardez Montréal, je ne joue pas du bon hockey. Carrère le coule tout à coup moins de temps de là. Jacquemet ne joue pas vraiment du bon hockey aussi. Donc, tous ces gars-là ont perdu un rang, puis un gros rang, parce que c'est des gars qui bouffent 25 minutes par match. Donc, mais Steph, est-ce qu'ils méritent plus de temps de glace? Parce que j'ai l'impression que tous les gars que tu as nommés là, ils ne jouent pas comme ils sont capables de jouer. Oui, mais après ça, ils ne jouent pas comme l'ensemble de l'équipe. Je dirais, mais est-ce qu'il n'y a pas une réaction? On parlait de la blessure au haut du corps, là, blessure morale, blessure au cerveau, blessure à la motivation. Ben là, on a l'exemple. Tu rentres, tu as Tom Ernest qui joue déjà à moitié du match, tu en rentres un autre qui joue quasiment 40% du temps. Et puis là, tu t'espères que tes autres vont stepper up en prenant moins de temps de glace. C'est humain, là. Il y a des mécontents. Puis là, l'équipe perd. Fait que les autres sont sur le banc et ils disent voilà, c'est bien fait pour eux. On a rentré un défenseur et puis nous, on joue moins puis c'est pas de notre faute. Donc là, tout à coup, tu as des gars qui quittent le navire. Alors, je vous résume le truc en disant c'est là, les deux stars, ils jouent. Moi, je pense que ça a déséquilibré un peu l'aspect défensif. Ça, moi, je vais dans ta direction, Stéphane. Je pense que ça a un petit peu déséquilibré puis amené des tensions peut-être qui étaient inutiles sur le plan défensif, mais le problème, il n'est pas si défensif que ça. Vous enlevez les 10 buts qu'ils ont encaissés contre Ambry, voilà, ça arrive un soir, tout va de travers et tout. Le problème, il n'est pas si défensif que ça. L'offensive marque des buts. Le problème, il n'est pas si offensif que ça. On marque des buts devant, on en encaisse beaucoup trop. C'est un travail aussi de toute l'équipe, peut-être, de revenir à un hockey plus défensif, plus concis devant leur gardien. Leur gardien, c'est une autre thématique aussi. Ça ne fonctionne pas très fort en ce début de saison. On se pose aussi beaucoup de questions à Genève. Enfin, voilà, Pascal, toi, tu n'as pas encore beaucoup donné ton avis. On dit dans le chat, on joue peut-être contre Patrick Aymon et tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord du tout contre ça. Simplement que pour l'instant, on n'y arrive pas à faire mieux. Mais toi, tu vois comment la situation Je vous écoutais parler. On a parlé d'attaquants, on a parlé de défenseurs étrangers. Mais finalement, le problème, est-ce qu'il n'est pas situé dans le choix de Vatanen du fait que Jonathan Mercier n'est pas encore de retour et n'est pas encore prêt à revenir au jeu? Parce que malgré tout, c'est un défenseur défensif. C'est le premier défenseur défensif de Genève. On ne le voit pas beaucoup. Et pourtant, il a beaucoup amené l'année passée avec son jeu défensif. Il stabilisait la deuxième paire avec Marco Maurer. Et finalement, c'est peut-être là aussi le problème. C'est peut-être pour ça aussi que Gauchi est allé chercher Vatanen en se disant finalement, j'ai un défenseur important qui est absent pour une longue durée. Donc, il faut pouvoir le remplacer avec un défenseur un peu plus offensif. Alors oui, j'entends aussi les problèmes que le Coultre a moins de temps de jeu, que Carrère a moins de temps de jeu, que Maurer a moins de temps de jeu. Tu viens des signes à long terme. Là. Ils ont connu des bons playoffs, Carrère et le Coultre.
tu as envie de les mettre en avant, tu mets de leur accorder un vote de confiance, puis là, tu rentres un défenseur étranger par-dessus ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais... Pascal, parce que moi, je n'aurais pas engagé un défenseur si offensif. Alors oui, quand on a Vatanen qui se propose sur le marché, c'est aussi difficile des fois de refuser, hein, surtout que le deal a pu se faire et tout ça. Mais pourquoi on n'a pas pris un rock défensif alors? David, le meilleur exemple, c'est Bien. Tu as Yakovenko et tu as Love qui amènent deux choses différentes à ton équipe. À Genève, tu as deux défenseurs qui sont bâtis sur le même style. Il y en a un gaucher, un droitier, c'est la seule différence. Mais c'est le même style de défenseur très offensif. Et là, et ça fait partie de l'évaluation des joueurs. Il y a Fabien qui demande, est-ce qu'on peut dire que Genève a peut-être surperformé la saison dernière? Je pense que Genève était où l'équipe devait être la saison dernière. Je pense que c'est dans l'entre-saison qu'il y a eu une mauvaise évaluation de qui pouvait prendre quel rôle. Et là, du coup, ça fait un effectif qui, avec des blessures, est très faible. Sont où les joueurs suisses? Parce qu'on parle des étrangers, là, mais les joueurs suisses sont où à Genève en ce moment? Non, puis c'est devant la cage, c'est en défense, puis c'est en attaque. Joël Vermine est ressorti aussi dans les commentaires. Pour vrai, il faut lui donner une map de la patinoire parce que j'ai l'impression que c'est pas où est-ce qu'il doit aller puis qu'est-ce qu'il doit faire sur une patinoire. Il est au centre. Il n'est pas à sa place, les gars. Il n'est pas dans la bonne chaise. T'as deux joueurs. C'est ça. Il n'est pas à sa place. C'est pas le seul. On peut pointer du doigt Joël Vermine, mais on donne aussi des belles Tyler c'est pas réduisant non plus. Moi, c'est pas reluisant. On donne des responsabilités à Vuyamo, à Patry aussi, qui n'arrivent pas à produire non plus offensivement. Donc, le problème, il est majeur au pluriel. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui... Est-ce qu'à Lausanne, on regrette moi? Et puis, si c'était à refaire, est-ce qu'on prendrait aussi un joueur comme Joris à Genève avec vous allez me dire, à court terme, là, il rend quand même service, mais Joris, c'est le même qu'à Lausanne. Hein? C'est pas le gars qui va te faire la différence. Il va te rendre service sur bien les tableaux, mais il ne vaut pas le salaire qu'il reçoit. Mais Genève, on l'a quand même pris. Donc, est-ce que c'était un bon pic, encore une fois? Est-ce qu'on a... Ceux qu'on est... Moy, on parle souvent de Moy. Vous l'avez vu cette année? Vous avez entendu son nom 2-3 fois, vous? Tout début de saison. Oui, 2-3 fois. C'est lui qui fait la passe sur le deuxième but, il me semble. Oui, mais c'est pas... voilà. Mais les deux transactions pour Vermine et Moy, là, à Genève, à ce moment-là, on avait de la profondeur. On avait beaucoup de profondeur, donc on a donné 2 joueurs pour en obtenir un. Et là, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui vient nuire à Genève parce qu'on était rendu à un moment où est-ce qu'on se voyait aller loin. On est allé chercher 2 éléments pour aller loin. Sauf que là, dans une saison un peu difficile parce qu'on s'est rendu en finale, on a perdu des éléments. L'été a été court, la préparation courte, des blessures dès le début de la saison, il n'y a jamais eu une équipe complète. Bien là, cette profondeur que tu as donnée pour aller chercher moi et Vermine, elle n'est plus là à Genève. Oui, comme quoi les transferts et les rocades... peut-être du bien dans l'effectif. Les transferts, les rocades en pleine saison commencent à devenir monnaie courante et dans la tête des gens maintenant. On va quand même remercier le Lausanne Hockey Club au bout d'un moment, mais quelqu'un dans le chat qui dit pourquoi pas regarder avec Berne aussi pour laisser partir Vermine là-bas et récupérer quelque chose, voire 2 joueurs peut-être en retour qui valent un Vermine, on va dire... qui sur le papier est le Vermine que l'on connaît, pas le Vermine qui est sur la glace en ce moment. Après, on spécule. Est-ce que Berne a besoin de Vermine cette saison en donnant deux éléments de son équipe, à moins qu'ils veulent se débarrasser de 2 gars, là, mais tu ne donneras jamais 2 éléments de valeur pour un Vermine que tu as déjà signé pour l'année prochaine. Et c'est là que, Steph, tu reviens souvent avec les joueurs de location en parlant de Gennady. C'est peut-être là que Vermine pourrait devenir un joueur de location pour quelqu'un d'autre que Berne, pour une autre équipe que Berne. Éventuellement, une équipe qui va aller au titre à la fin de l'année puis venir renforcer une équipe, jouer une demi-saison. C'est pas encore dans les mœurs, mais je pense que ça va venir. Après, c'est que tu ne peux pas échanger des joueurs comme ça. C'est un nouveau contrat, le joueur doit renégocier une entente, etc. C'est assez compliqué en Suisse, mais ça commence à venir habituel, effectivement. Pourquoi pas le laisser aller? Comme par exemple, on en parlera plus tard, moi, si Lausanne continue à être 50-50 toute l'année, puis milieu de classement, puis Fribourg peut aller jusqu'au bout, je ne suis pas surpris que Lausanne laisse aller Vermine avant la fin de la saison contre compensation. Ou après, plus si on tente. Il y a un dernier point qu'il faut quand même relever, c'est que je viens de jeter un coup d'œil au stade de l'année passée. Il y a 3 tirs de moins du slot des attaquants de Genève depuis le début de la saison par rapport à l'année passée. C'est quand même une grosse différence. Ça veut dire qu'il y a moins de tirs qui viennent devant le but ou avec des rebonds favorables. Donc, c'est peut-être ça aussi la problématique. On a vu notamment avec Brunner en début de saison qui marque tous ses buts depuis... Est-ce que cette équipe-là est capable de nous faire un pile ou face, les gars? Parce que regardez, ramenez tout le monde. Ramenez Richard, ramenez Rod. Là, tout le monde tombe dans la bonne chaise ou à peu près.
tu as le choix, tu as un étranger, tu as 5 étrangers, donc s'il y a une blessure, tu peux manœuvrer un peu, c'est un avantage et un inconvénient. Puis Desclous se remet à arrêter l'époque comme l'année passée. Là, il est à 89, il est en dessous de 90. Mettons qu'il revient à 93, parce qu'il était à 94, 95 en début de saison l'année passée, souvenez-vous. Donc, mettons que tout retombe en place. Là. La vie normale revient, reprend son cours à Genève. Là. Sur le papier, il n'y a pas de mauvaise équipe. Bah non, Hein? mais c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut mieux commencer la saison mal que de la terminer. Si tu connais 10-12 mauvais matchs dans les dernières journées et puis que tu arrives au play-off en ayant 1000 patins droits dans le pied gauche, c'est sûr que c'est pas top. Donc, ça, c'est le pic de forme au bon moment. Voilà, Oui. on en a un peu rigolé de ce pic de forme dans certaines de nos émissions et de commentaires aussi, mais après, on a quand même joué plus de 20% de la saison déjà. Donc finalement, on avance quand même. On avance et il faut viser les pré-playoffs. Et c'est pré-playoff, au mieux. Playoff, oubliez ça. Là. C'est sûr que c'est pré-playoff pour Genève Servette. T'as beau finir fort, comme tu le supposes, il faut encore que ça se passe. Ça, c'est pas encore fait. Mais c'est vrai que sur le papier, il y a une énorme qualité à Genève Servette. C'est pas une équipe qui a fait finaliste par magie l'année dernière. Non. Oui, on a perdu au marque, mais on a quand même fait venir d'autres joueurs. Et après, en pré-playoff, tout peut arriver. Il peut même aller en playoff. Tout peut se passer. On n'est pas au bout d'une première surprise. Parce qu'après, les gens ils nous disent regardez ce que vous avez dit là, le 11 octobre 2021 et tout ça. On va nous le sortir facilement. Mais c'est vrai qu'il va falloir quand même commencer à gagner. Mais en pré-playoff, en pré-playoff, c'est l'équipe que je ne veux pas affronter, c'est Genève Servette. Parce que s'ils retrouvent leur identité, puis moi, je parle d'identité, on n'a pas remplacé ce qui amenait Eric Fair, je pense. On s'est beaucoup concentré à vouloir remplacer les points qu'amenait Linus Omark, mais le leadership, le côté physique, la hargne, la grit, le terme français ne me vient pas, là, mais l'espèce de grit qu'amenait Eric Fair en son jeu l'année dernière, je ne pense pas qu'on l'a remplacé. Je pense que Noah Rod amène une dimension qui va dans le même sens qu'on n'a pas en ce moment. Je pense que Tanner Richard, il s'inscrit bien aussi dans cette identité de Genève qu'en ce moment, on ne voit pas sur la patinoire. Moi, je l'ai vu à Rapperswil, je ne reconnaissais pas cette équipe. Je ne la reconnaissais tout simplement pas. On nous demande si on a des nouvelles Tanner Richard pour un éventuel retour. En tout cas, pas de mon côté. Je crois que le club ne parle pas non plus trop d'une date pour l'instant. Messieurs, vous savez? Pas de nouvelles non plus. On parle, moi, j'ai entendu en coulisses là, vendredi que Rod et Pouliot, ça s'en venait. On les attendait patiemment. Là. C'était dans les prochains jours, prochaines semaines que ce serait bon pour les deux. Mais Tanner Richard ne revient jamais dans une éventuelle date de retour. Alors, il y a Lucas qui dit je crois qu'on évalue sa situation de semaine en semaine. Il a dernièrement retrouvé la glace pour les sensations, mais ne s'entraîne pas encore normalement. Donc voilà. Merci Lucas pour les informations. Ouais, ça va compléter un peu notre volet sur Genève. On va maintenant passer au HC Bienne. Le HC Bienne qui a manqué son gros test vendredi, David, avec cette défaite contre Zurich. Ils n'ont pas profité du bon début du troisième tiers avec le but de Yakovenko en encaissant directement le 3-1 dans la foulée, puis le 4-1, le 5-1. Et puis petite victoire à Berne lors du deuxième derby face à la ville fédérale. On appelle ça quoi, Pascal? Un retour sur terre pour le HC Bienne? Une normalité retrouvée peut-être pour les Zélandais avec ce week-end à 2 points seulement. Je crois que si on prend dans l'ordre ce qui s'est passé pour les hommes d'Antti Termenen, c'est une différence qu'ils ont encore constatée avec ce qui doit être normalement les meilleures équipes de ce championnat. Contre Zurich, ils ont vu que pendant 40 minutes, on peut régater, mais quand Zurich décide aussi d'accélérer, et avec les erreurs énormes de relance qu'ils ont fait aussi, Forster et Fela ont perdu 2 pucks qui ont permis à Hollenstein et je ne sais plus qui est le deuxième à marquer des buts importants aussi. On n'arrive pas encore à patiner à la même hauteur, même qu'on a fait un super début de saison, donc il y a encore du travail là-dessus. Après, contre Berne, forcément, c'est un derby, il y a la suprématie cantonale, c'était à Berne, ça se joue au tir au but, ça ne se joue pas à grand-chose, il y a eu du mieux dans le fond de jeu, on va dire, même si en temps normal, ce HC Bienne se doit de battre normalement le CP Berne de ce qu'il est devenu. Donc voilà, mais après, à Bienne, ce qu'on peut parler, je crois que c'est la bonne nouvelle du week-end pour eux, c'est le retour de Gaëtan Haas, qui avait manqué quand même pas mal de temps, qui a pu revenir au jeu. Après, c'est la perte de Victor Löw, donc ça fait un petit peu toujours une contrebalance, un petit peu si l'on veut, parce qu'on a encore un étranger de moins finalement. C'est quand même pas
facile. Et je pense que Martin Steinegger va gentiment devoir bouger un petit peu sur le marché des transferts. Pourquoi Az n'a pas joué vendredi, messieurs, il a joué samedi? Expliquez-moi, là, le gars, ça fait un mois qu'il est loin. Est-ce qu'en 24 heures, il y a eu la guérison miraculeuse, le petit coup de pouce, le petit. Je comprends pas cette décision-là. Est-ce qu'on avait peur de le mettre vendredi pour dire, de toute façon, s'il revient, puis on commence par une défaite, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour l'image, c'est pas. Puis on va le mettre samedi dans un match un peu plus facile, entre guillemets, à Berne? Est-ce qu'on a fait de la politique? Est-ce qu'on a fait de la politique avec le retour au jeu Sérieux? Quand tu es deuxième au classement, Steph, quand tu es deuxième au classement, tu peux vraiment coacher en disant ouais, celle-là, je pense qu'on peut la perdre, donc on ne mettra pas Az tout de suite. Tu as déjà des constats d'échec en étant deuxième au championnat. Il faut que tu pose la question, expliquez-moi ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Expliquez-moi ça. En quoi Az était plus prêt samedi que vendredi? Est-ce qu'on voulait lui donner qu'un match durant le week-end, pas deux, pour le retour? Ça doit être l'explication. David, tu sais tout ce qui se passe à Bienne. Mais ça doit être ça, Stéphane. Forcément, il n'y a pas autre chose que peut-être qu'il a manqué un mois, qu'il s'entraîne un petit peu, mais qu'il n'avait pas le coffre, ni peut-être la volonté de tenir deux matchs qui se devaient quand même d'être intenses. Parce que contre Zurich, on ne se dit pas qu'on va le perdre le match, surtout pas quand on est bien dès le début de saison, mais d'aligner deux performances de haut niveau, de le remettre centre de ton premier bloc, c'était peut-être un petit peu trop. Donc, c'est comme un gardien, peut-être. Quand vous avez 3 matchs dans la semaine, vous ciblez un pour le donner à votre deuxième gardien. Là, on a ciblé un. Tu peux le mettre vendredi, puis pas le faire jouer 20 minutes. Tu peux le mettre vendredi, puis donner 10, 12, 15 minutes sur un troisième bloc, un peu de pipi sur ton deuxième pipi. Tu l'économises un peu, bon petit mâchage après le match, une petite bière. T'es bon, puis samedi, il est frais. Non, je sais pas. Moi, je ne m'explique pas ça. Puis en plus, on parle souvent, vous êtes sponsor à Bienne, vous êtes un donateur. Et on sait qu'il y a des merveilleux donateurs à Bienne et tout va bien, puis qu'on mouille pour le club. Tu as ton meilleur joueur, puis tu le fais jouer à l'extérieur, tu ne le fais pas jouer à la maison. Je ne comprends pas ça. Moi, c'est comme le premier gardien d'une équipe, tu le mets devant tes fans. Moi, si on veut faire de la politique jusqu'au bout, les gars. Non, mais moi, je vais faire appel à mes 12 ans d'études en médecine pour t'expliquer. À toi aussi? Moi, j'ai arrêté à la deuxième année. C'est pour t'expliquer que le temps de récupération, il est basé et il manquait juste 12-13 heures en fait dans le temps de récupération de Gaëtan Haas pour qu'il puisse être parfaitement prêt pour le match. Non, on ne saura jamais. Mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu surprenant de ne pas avoir commencé le vendredi et puis d'avoir joué que le samedi. Okay. Si le samedi, ça pète comme ça pourrait péter le vendredi, on n'est pas plus avancé finalement. Donc, ce n'est pas ça qui fait la différence non plus. J'ai une autre théorie, c'est qu'à mon avis, vendredi matin, il est allé sur l'entraînement matinal, il a patiné, il a essayé à 100% de se donner à fond et là, il a senti une petite douleur qui le gênait légèrement dans son patinage et puis c'est lui qui a dit qu'il ne jouait pas le vendredi soir parce qu'il ne se sentait pas à 100%. À mon avis, c'est ça, plutôt. Et puis, le samedi matin, il a réessayé, et puis là, ça allait bien, donc il a dit « Ok, je joue ». Compte tenu que Bienne joue encore demain, avec un autre derby à Lille-Fils, c'est clair. Tu sais quoi, Stéphane, tu sais quoi? Demain, je crois que tu te déplaces à Lille-Fils. Oui, je serai là, bien sûr. Tu iras poser la question à Gaëtan en avant-match. Comme ça, tu pourras nous amener peut-être un élément de réponse dans le commentaire. Je vais faire mon Watson, je vais enquêter. Moi, les gars, j'ai une théorie aussi. J'ai ma théorie à moi. Je pense que bien à regarder ce qu'Ajoie a fait avec Asselin, puis ils se sont dit « on ne le fera pas revenir trop vite. » Parce que tu vois, on ne sait jamais, mais je trouve quand même bizarre que c'est 24 heures. C'est pas une semaine, c'est pas 2 jours. C'est ça. Si c'est samedi, écoute, tu attends une semaine de plus, tu ne joues pas ce match-là, tu ne prends pas de risque, ça lui donne encore une semaine de récupération. 3-4 jours, je peux comprendre. Mais là, 24 heures. Je ne sais pas. Parce que c'est Az qui a décidé. Il s'est dit, Zurich vendredi, ça fait un petit peu mal. La Berne samedi, ça va aller mieux. Je sens que ça va aller mieux. Ça va être un petit peu moins compliqué. Non, je n'ose pas imaginer que c'est ça, mais je trouve que c'est une décision étonnante. C'est tout. Ça m'a un peu surpris. Après, les gars, on voit à quel point Zurich, quand ils ouvrent la machine, c'est une très, très bonne équipe de hockey. C'est la constance. Et Bienne a été victime un peu de ça. Zurich a joué un fort match. Zurich sont allés perdre samedi à la maison. Contre qui? C'est contre Happy, je pense. Langnau. Mais l'année passée, ils ont eu de la peine à faire à jouer. Ils ont eu une montée d'adrénaline contre Bienne. Ils ont tout donné. Ils ont tellement tout donné. Ils ont eu un high vendredi que samedi, c'était compliqué. Mais ça, c'est Zurich, les gars, aussi. L'année passée, c'était pareil. Voilà, ils sont capables de gagner les top matchs et puis de perdre le lendemain parce qu'il y a moins de motivation et tout ça. Mais si on reste concentré sur le HCBN, moi je revenais sur les blessures. Il y a toujours Salinen et maintenant Victor Löw qui sont absents. On peut avoir 5 étrangers.
On attend, on temporise du côté de Martin Steinegger. On sait que c'est une de ses grandes qualités, qui ne se trompe pas souvent, qui fait souvent des bons choix, mais au bout d'un moment, il faut aussi donner au coach de nouvelles opportunités de pouvoir se renforcer. Salinen, c'était 4 semaines, je crois. Non, 2 mois. Jusqu'à la C'était pause 2 de mois. novembre. C'était jusqu'à la pause de novembre. Et puis maintenant, Victor Löw, on ne sait pas vraiment. Je crois qu'il a reçu un peu que sur la main en début de match vendredi, qu'il n'a pas réapparu. Il a eu 1 minute et quelques de temps de jeu simplement. Donc, oui, il y a des joueurs suisses qui sont au top niveau. Il y a des Kunti, des Brunner, des Hugli, des Haas qui peuvent amener des solutions offensives. Mais on joue avec 2 étrangers alors qu'on peut en avoir 5. On va devoir quand même un petit peu annoncer quelque chose. C'est la question de Yarno dans le chat. Ouais. Il nous demandait un étranger en plus selon vous pour bien vu les blessés. Alors, on rappelle qu'ils avaient déjà fait appel à Mathias Tretenes du HCC, que ils peuvent faire appel à lui quand Chaux-de-Fonds joue pas. Hein. On va être honnête, hein. Ils vont pas tirer. Ils vont pas dire à Chaux-de-Fonds non, vous jouez à un étranger, on a besoin nous d'un joueur étranger. Et puis il y a Rayala qui remarque. Non, il ne marque pas, il fait des pas. Il a marqué ce week-end. Non, il a marqué. Exceptionnel. Il a marqué mais 2 buts, les gars. Il a 2 buts depuis le début de l'année, le garçon, mais je pense qu'il a 11-12 assists. Il s'est transformé, il est passé de sniper à fabricant de jeu. Ça, c'est la paternité, à mon avis. Je ne sais pas. Il a arrêté d'être. Mais de ce qu'on entend, Stéphane, tu es d'accord, ça commence à un petit peu discuter pas mal en coulisses pour quand même faire signer en tout cas un renfort étranger à Bienne. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. Ah non, mais il faut. Tu as le luxe de le faire. Tu as le luxe de le faire dans une Varane, saison. Les gars. Varane à Bienne. Varane à Bienne, c'est ce que l'on a pu lire. Mais Varane à Ajoie, Varane à Bienne, Varane si. Varane par-ci, Varane par-là. Voilà. Varane, c'est pas en Italie. Elle était facile celle-là. Mais non, mais oui, évidemment, ça, c'est un luxe. Il n'y a pas d'urgence. Garde tes sous pour un peu plus tard, l'équipe va bien, à moins qu'il y ait une crise existentielle. Je veux dire, même, il manquait trois joueurs de centre. Là. Il manquait Haas, il manquait Salinen, il manquait Offert, et puis il n'y a pas d'urgence d'aller chercher un 5e étranger. Là. Maintenant que les gars vont revenir gentiment. Voilà, quoi. C'est une affaire qui roule, là, bien, pour l'instant. Parce que quand tu commences la saison comme ça, les gars, là, ça enlève tellement de pression. Là. C'est tellement. C'est clair. Après, c'est pour ça qu'on n'est pas pressé. C'est pour ça qu'on n'est pas pressé non plus d'agir, mais je crois qu'il devrait se passer quelque chose cette semaine. Après, comme l'a dit David tout à l'heure, il faut faire attention aux pics de forme. Hein. Ils l'ont déjà eu au début de saison. Certes, les points maintenant sont en banque et seront plus à faire, mais il ne faudra pas que le pic de forme... la baisse de forme, ce soit au mauvais moment. Vous avez combien des pics de forme dans une saison, messieurs? 2, je pense. 2? Il y en a un qui est grillé. Un très, très, très haut, puis après ça, des petits comme la bourse, ça monte comme ça. Puis après, on va faire des analyses techniques, mais c'est vrai que mais tu ne peux pas maîtriser ça comme coach. Tu ne peux pas dire, là, ça va trop bien, il faut que je fasse quelque chose pour casser le rythme, etc. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois prendre ce qui en passe. Si c'était si facile à contrôler, les pics de forme, je peux vous dire que... Non, mais on rigolait aussi quand on disait que c'est le retour sur terre pour Bienne. Tout va bien. 2e du championnat. Affaire qui roule. S'il gagne un match sur 2 jusqu'à la fin de l'année, c'est... Et dans le chat, là, on vante Tormanen. Quel coach c'est Tormanen? J'espère qu'il restera, que Bienne signera sur plusieurs saisons. C'est vrai que son retour fait quand même une belle différence sur le HC Bienne. Messieurs, on va continuer notre tour d'horizon et on va parler maintenant de Lausanne. Le LHC qui est sur la constance des résultats, Stéphane, puisqu'on enchaîne victoire-défaite, quelle que soit la compétition. On évite cette année, c'était le leitmotiv, c'était on évite les séries. Donc, pas de série de victoires, pas de série de les séries finales. Peut-être. Ça va être dur de finir dans le top 6 si on continue sur ce rythme. Mais si vous regardez, Jérôme Renard l'a mis d'ailleurs sur Twitter il n'y a pas longtemps, si toute compétition confondue, à part au début de l'année où ils ont eu 2 défaites de suite, c'est une victoire, une défaite chaque fois. Donc, le chaud et le froid. Je me répète encore une fois sur Lausanne, ça va être une équipe qui va finir, je pense, dans le ventre mou du classement, qui va se battre pour le top 6, ça va être compliqué parce que c'est une équipe qui, si vous regardez les stats avancées, toutes les stats sont au vert. Ça veut dire parce qu'ils shootent beaucoup, c'est l'équipe qui accorde le moins de tirs au but à l'adversaire. 26 tirs au but, c'est incroyable. C'est une équipe qui donne peu de chances de marquer, on l'a dit, la défensive. Et là, les gardiens font le job. Le problème, c'est que, puis on tire beaucoup, on tire 32, 33. Toutes les statistiques avancées qui
prennent en compte les tirs, l'ensemble des tirs à 5 contre 5, c'est ouvert. Là, tout va bien, donc la loi de la moyenne joue pour eux, ça va revenir. Sauf que ces chiffres-là ne sont valables. Tu peux t'appuyer là-dessus en disant il y aura du mieux. Tu peux t'appuyer là-dessus si tu marques des buts, si tu es capable de marquer des buts sur une base régulière, si tu es capable de trouver le fond du filet, ce qui n'est pas le cas du côté de Lausanne. Ils dominent, ils jouent pas mal. Il y a des moments où ils dominent, le volume de jeu est là, sauf que tu n'arrives pas à foutre un goal. Tu arrives à marquer des goals, mais tu n'arrives pas à tuer le match avec le petit but, le petit étincelle, le petit truc, le petit coup de génie qui te donne de l'air, qui égalise ou qui te donne une avance de 2-3 buts. On n'arrive pas à le faire. On manque de créativité sur le power play, encore une fois. Mais on marque. Et voilà, on a marqué, mais voilà. Mais vous avez vu le but de ce catch, honnêtement, là, sur le power play, excuse-moi, là, mais Berra n'a pas été bon. C'est un one-timer de la ligne bleue, personne devant lui. Là. C'est une trajectoire tombante. C'était même pas un bon choix de jeu de ce catch. OK, il l'a marqué. Oui, mais ça fait du bien quand même. 1 sur 2 en powerplay vendredi, 1 sur 5 samedi. Oui, mais au moins, là, ils sont rendus à 15 %. Là, ils remontent aussi. Ils ne pouvaient pas rester à 5 % quand même. À un moment donné, 15 % c'est quasiment le minimum légal. Là. Même avec le plus mauvais powerplay d'Europe centrale, tu arrives à 15. Mais voilà, le Lausanne, ça va être ça. Je suis désolé, à moins qu'on aille chercher une fine gâchette ou d'un ou deux gars, un génie devant, ça va être une saison comme ça, parce qu'ils ont le volume de jeu, ils ont les joueurs. Alors, Joe, moi, c'est la même question que pour Genève. Alors, à quel moment on s'inquiète ou on ne s'inquiète pas? Parce qu'on dit une victoire, une défaite, ça peut fonctionner pour aller entre 5 et 8 peut-être pour les Lausannois, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils ont des ambitions plus grandes aussi. Donc, est-ce qu'après 20% du championnat, là aussi, on n'est pas déçu finalement de ce que fait Lausanne depuis le début de la saison? J'espère que l'équipe est déçue. Parce que tu ne peux pas être Lausanne, avoir ce line-up, avoir cet alignement, avoir ce contingent, puis dire, nous, on se contente d'une victoire, une défaite, aucune constance dans notre jeu. Tu ne peux pas être satisfait. Oui, les choses, je vais mettre entre guillemets, vont mieux parce que le début de saison était catastrophique et là, on a recommencé à gagner. Il y a des points positifs, mais pas assez. Pas assez. Et il va y avoir un électrochoc si on ne réussit pas à avoir une série de victoires. On va devoir donner un électrochoc à cette équipe-là, même si peut-être que les 2 derniers électrochocs qu'on a donnés n'étaient peut-être pas les bons, Joris et Conacher. Je ne pense pas que c'est des mouvements qui ont fait du bien au vestiaire. C'est des gars qui étaient appréciés dans le vestiaire. C'était des gros morceaux de l'équipe. Donc, je ne sais pas quel genre de changement on peut faire dans cette équipe-là, mais certainement qu'on ne peut pas être satisfait de ce début de saison-là. On n'est pas convaincant. Il y a même des victoires que je n'ai pas trouvées très convaincantes du côté de Lausanne. Puis autant tu peux les voir parfois. Tu te déplaces à Lugano, puis tu réussis à dominer Lugano, puis à les battre 4-1 sur leur patinoire. C'est une équipe que j'ai l'impression que c'est pile ou face. Quelle équipe on va voir sortir aujourd'hui? Aucune idée. Je peux faire un coup de gueule? Vas-y. Il y a quelque chose qui m'a rappelé ce week-end à Lausanne. Je sais que c'est un petit peu le centre de l'attention. On parle beaucoup du Lausanne Hockey Club depuis le début de saison sur plein de thèmes. Des fois, il le cherche aussi, autant dans la communication que dans certaines attitudes. Mais l'erreur d'Aurélien Marty qui donne le but à Brodin, ça arrive combien de fois dans une saison? Mais plein de fois. Ma foi, Aurélien Marty a essayé de tout bien faire. Il a levé la tête, le puck n'est pas parti. Ça fait 1-0 pour Fribourg et tout. Il est benché. Il ne joue plus. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. C'est un coach qui prend la décision. Il a pris la décision pour Sekac et Genadzi déjà. C'est tout des tensions aussi qui est ramené sur les joueurs. On peut le faire punir un moment, mais on ne l'a quasiment pas revu du match non plus, Aurélien Marty. Donc voilà, c'est une erreur qu'il paye cash. Bien sûr que c'est toute l'équipe qui le concède, mais ce n'est pas à cause de ça que Lausanne perd ce match. Je suis d'accord avec ton coup de gueule. Aurélien Marty, c'est un vétéran dans cette ligue-là. C'est un défenseur. Moyenne gamme, disons 25 ans. Oui, un jeune vétéran. Non, mais sa place est faite dans l'équipe, on s'entend. C'est un jeune vétéran. Il n'y a pas sa place à gagner. L'erreur, là, comme joueur de hockey, tu le sais très bien, l'erreur que tu as faite. Tu joues de malchance. Je ne suis pas d'accord avec le fait de bencher un gars comme ça pour un truc comme ça. S'il y avait 18-19 ans qui fait une erreur comme ça,
OK, peut-être que tu peux faire passer un message. Je Ben, pense pas que tu fais ça pour le protéger. 18-19 ans, il fait une erreur comme ça. Là, il est tout Exactement. perturbé dans sa tête. Tu le protèges. Tu le Honnêtement, je protèges pense parce que que s'il en fait une deuxième, c'est une catastrophe. Je pense que Marty, honnêtement, il avait compris, il savait que son erreur, Il il savait savait qu'il y a l'erreur pas- qu'il avait faite. En tout cas, Lausanne n'a pas besoin de ça en ce moment. Tu crois qu'il le savait? Moi, je ne suis pas sûr. Lausanne n'a pas besoin de ça, Pascal. J'en suis sûr et je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Il y a déjà beaucoup de choses qui se disent et qui se passent à Lausanne sans qu'on puisse encore rajouter, on va dire, un nouvel épisode de voir peut-être Marty C'est une moins jouer question même pour les le- prochains matchs. C'est une question Je suis pour tout John à fait Fuss, d'accord ça. avec toi. Mais il y Question a, pour il y a John autre Fuss. chose. Tu parlais de bencher Marty puisqu'il a fait cette erreur. Est-ce que Kenin et Fuchs ont été benchés après le 3-1 où ils partent en contre-attaque alors qu'il y a un overload dans le coin et puis c'est Spronger qui part avec le puck et puis Yecker se retrouve tout seul devant Stéphane? Je pense pas. Donc là, tu donnes un mauvais message aussi à Aurélien Marty. Tu te le mets à dos pour en tout cas une semaine. Moi, je suis d'accord avec toi, David. C'était pas Je une peux bonne comprendre décision. qu'on soit dur et puis qu'on veuille montrer, mais tu le punis quelques minutes ou alors tu viens lui parler et tu lui fais exploser le tympan en lui disant que c'était pas ça. Mais lui, le joueur, en revenant au banc, il le sait déjà. Enfin, même Il au le sait moment de la déjà, passe, puis il le sait honnêtement, déjà. là, tu dis, tu peux prendre un moment avec lui parler, mais surtout l'encourager. Tu sais très bien que c'est le genre d'erreur que Marty ne refera pas. C'est le genre d'erreur que tous les défenseurs font une fois dans la saison ou Tu presque. peux Là. échapper un pas, mauvaise passe. C'est ça. Parfois, c'est un but, parfois, c'est juste une chance de marquer, puis le gardien te sauve. Je veux J'ai dire, lu. Aurélien Marty, là, tu lui mets la main sur l'épaule, tu lui dis « Hey, celle-là, oublie-la, tasse ça de côté, reste pas dessus, focus, prochain chiffre, tu rembarques, remets-la en confiance. » J'ai lu dans un journal, maintenant je ne sais plus lequel, alors je ne veux pas dire d'erreur pour me tromper et tout ça, que, on prend l'exemple de Damien Brunner qui parlait de son entraîneur Antti Termeinen, qui disait qu'il y a des libertés, que quand dans le jeu, on peut faire des erreurs, que c'est permis dans l'attitude. Apparemment, avec le coaching staff de Lausanne, on n'a pas le moins de faux pas qui est permis. Hein. Et si tu n'as jamais droit au faux pas, puis que c'est toujours une conséquence qui suit, tu serres ta canne, tu essaies de faire le moins d'erreurs possible, et c'est là que tu perds ton jeu, c'est là que tu vas en faire des erreurs. Moi, j'aime Disons que une la question. problématique, c'est qu'il va regarder son puck et plus regarder devant lui, et puis il risque de se prendre une charge dans la gueule et de finir à l'infirmerie avec une grosse commotion. Parce qu'en fait, Moi, c'est c'est une ça, question. il regarde devant lui, puis le puck, il passe sur le talon de la palette, et puis il fait la passe avec le talon de la palette où il n'y a aucun contrôle du puck. Vas-y, C'est une Stéphane. question qu'il faudrait poser à John Fuss, savoir pourquoi. Il y a sûrement une raison, parce que John Fuss n'est pas stupide, là, il est comme nous. Il a déjà joué au hockey aussi. Donc, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'était pas le jeu? Je ne sais pas. Je suis étonné aussi que Marty n'ait pas joué. Mais est-ce que c'était pas le jeu qu'il devait faire? Est-ce que c'est 5 fois qu'on lui disait de ne pas sortir le puck dans cet endroit-là, de ne pas essayer? J'en sais rien. Mais ça c'est une question pertinente à poser à John Fuss. Pourquoi avoir mis pour une erreur technique? Quand j'ai vu ça et j'ai vu le temps de jeu après au final d'Aurélien Marty, ça m'a énervé. Voilà. Ça, je voulais le dire. Mais moi, il y a le temps de glace. je ne suis pas entraîneur non plus. Il y a le temps de glace qui m'a étonné un petit peu à Lausanne. Si vous regardez, Glauser et Garnat ont joué 24 minutes et demie, 24-25. Et puis, vous avez un Barberio qui a joué même pas 15 minutes. Vous avez les Elner à 13 minutes. Vous avez, il y a une grosse différence dans l'utilisation des défenseurs. Je sais que Glauser est avec Garnat, donc plus de temps de jeu. Et puis, vous avez Fuchs qui a été très utilisé, je pense, une vingtaine de minutes. Il y a des gars donc, la gestion du temps de glace a été assez étonnante parce que depuis le début de l'année, c'était assez constant. Tout le monde était en 14, 15 et 21, 22. Là, tout à coup, c'est ça. Tout à coup, là, les écarts se sont créés. Boson a eu beaucoup de temps de glace. Donc, j'étais un petit peu étonné de voir ça. Parce que le coach a toujours ses raisons. Hein? Donc, c'est pas du hasard. Le gars, il sait très bien ce qu'il fait. Et pourquoi, la question est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il voit que nous, on n'a pas forcément vu dans le jeu de Lausanne. C'est assez intéressant de voir ça. Et puis, voilà. Donc, Lausanne, moi, je reprends le commentaire de Yannick. Ouais. Ah, ben c'est exactement là-dessus que j'allais te lancer, David. Est-ce que le powerplay est justement un problème de prise d'initiative possible ou la peur de perdre un puck et se faire bencher? Parce que... Je pense pas. Je pense pas, parce que si on en arrive à ça, il y aura zéro prise de risque dans l'attitude du jeu de Lausanne Hockey Club ces prochains jours. C'est pas la première année que c'est un problème. Il y en a un qui m'inquiète aussi, c'est le jeune Baumgartner. Hein. Écoutez, je pense qu'il y a 2 points depuis le début de l'année, sauf erreur. Il n'a vraiment pas beaucoup de points. Donc, c'est un gars on s'entend que c'est un joueur unidimensionnel offensif. On allait le chercher pour son sens du jeu, qui va compléter des jeux. Il est bon de la ligne rouge ou de la ligne bleue jusqu'au but. Compléter des jeux, trouver des lignes de passe. C'est pas un gros shoot, c'est pas un gros patineur, mais il a un bon sens du jeu. C'est un gars qui peut jouer sur un PP. Et je trouve qu'il n'est pas très...
Des gens me disent peut-être que c'est un joueur de centre. Oui, il a joué au centre dans le mouvement junior. Oui, il a joué au centre sa première année à Davos, mais l'année passée essentiellement à l'aile, où il a connu passablement de succès. Je ne pense pas que c'est un joueur de centre dans cette ligue-là. Je trouve qu'il manque de patin. Ce n'est pas un gars qui transporte beaucoup la rondelle depuis son territoire jusqu'à l'autre territoire. Donc, moi, je pense que c'est un ailier. Mais j'ai l'impression s'il ne produit rien offensivement, il t'amène quoi, le gars? Est-ce qu'il est en manque de confiance? Il y a tout le poids du monde qui lui pèse sur les épaules, Stéphane. J'ai l'impression qu'il cherche tellement ce premier but. Il n'a qu'un assist. Je suis allé contrôler 11 matchs, un assist. Il a marqué en Champions League, je crois. Il a marqué en Ligue des Champions. Mais qu'en championnat, il doit marquer ce premier but, peut-être pour un petit déclic. Ah, ça, c'est sûr, pauvre gars. Il doit jouer dans la tête. Il vient d'arriver, etc. Mais lui, il est à l'abri de la critique un peu. Ça, c'est le genre de joueur qui vient à Baumgartner. On n'en parle pas trop. On va parler on parle de Varane beaucoup, etc. Mais évidemment, c'est une bonne chose parce que pour un joueur qui doit créer de l'offensive, si on ne parlait que de Baumgartner, ça lui mettrait une pression. Après, est-ce que le style de Lausanne lui convient moins bien? Ça, les joueurs offensifs, il faut aussi qu'ils se sentent à l'aise dans le système de jeu. Est-ce qu'à Davos, on lui donnait un peu plus de liberté en faisant, écoute, concentre-toi sur l'attaque. De toute façon, nous, la défense... c'est autre chose. Et là, il y a peut-être plus de responsabilités, peut-être qu'il se pose plus de questions parce qu'il y a des responsabilités différentes ou ainsi de suite, ou parce qu'on attend autre chose de lui ou plus de lui. Il faut voir. Mais il est encore en développement. Il est très jeune aussi. Oui, il est très jeune. Il est en 2000, donc évidemment, mais on est allé le chercher quand même parce pour ses qualités offensives, on s'entend là-dessus. Hein. Il n'y a pas le même profil que Boson et tout ça, donc c'est pas le même profil de joueur. Lui, c'est typiquement le joueur, s'il fait une erreur, tu vas lui mettre la main sur l'épaule et tu lui expliques qu'est-ce qu'il a fait faux et qu'est-ce qu'il doit faire juste la prochaine fois, puisqu'il est encore jeune. Ouais. Mais reste que c'est quand même une semaine importante, un week-end important qu'attend Lausanne. C'est 2 clubs bernois. Si je regarde, ils sont attendus à Bienne vendredi et ils reçoivent Langnau ce week-end. Quand on reste sur une défaite contre Fribourg, sans avoir vraiment pu répondre et prétendre peut-être à gagner ce match, il va falloir peut-être décider d'enchaîner ce week-end. Oui, puis là, ils jouent en Champions League cette semaine. Je pense qu'ils se déplacent à Mannheim, sauf erreur, dans un match qui ne veut rien dire. Oui, parce que c'est un match qui ne veut rien dire. Donc là, tu prends l'équipe junior élite pour aller là, probablement, et tu reposes un paquet de gars. Non, mais ils doivent le gagner, Stéphane, avec ce qu'on a dit au début de la partie sur Lausanne, vu qu'ils ont perdu samedi. Demain, ils doivent gagner contre Mannheim. C'est le temps de casser la série maintenant. Casser la série, les 2 défaites de suite, et puis pour enchaîner 2 après, peut-être. Non, mais je ne sais pas. Mais donc, c'est clair que la priorité ne sera pas sur le match à Mannheim. C'est le temps de faire jouer des gars qui jouent moins, reposer certains autres, parce qu'avec la Ligue des Champions, ça fait quand même un programme assez chargé. Un déplacement comme ça en début de semaine, Mannheim, ça se fait assez bien en quart. Mais voilà. Donc, c'est clair que Lausanne n'a pas trouvé son rythme, il se cherche encore. Il y a beaucoup d'interrogations. Peut-être qu'on entendait trop de ce Lausanne. Peut-être qu'on l'a surévalué. Je ne sais rien. Moi, je pense que je reviens toujours avec ça. Je pense que c'est le manque de punch à l'attaque qui donne aussi cette perception-là du jeu de Lausanne. Parce que gardien et défensivement, on n'a pas grand-chose à redire, je crois, pour l'instant. Non, on l'a dit. Hein, c'est l'équipe qui est très hermétique défensivement. Ouais. Messieurs, ça conclut bien ce volet sur Lausanne. On va maintenant passer à Joie. À Joie, où on a fait avec Alex et Stéphane des petites plaisanteries sur tirer du positif des 2 défaites du week-end. Victoire morale. Victoire morale, exactement, pour les Ajoulots, avec ce but en ouverture de match, contre le cours du jeu contre Fribourg, à Fribourg, et puis cette victoire dans le 2e tiers contre Davos samedi. Finalement, ils ont offert une belle résistance face à 2 équipes qui sont en forme actuellement. Mais il manque quand même toujours ce petit truc en plus pour permettre à Joie d'aller défier les grosses équipes actuellement. Et puis surtout, il manque 2 joueurs étrangers. C'est les 2 joueurs actuellement qui manquent le plus. Surtout pour décharger de nouveau un Philippe Michael Devos qui enchaîne 26 minutes de jeu contre Davos samedi. En plus d'avoir passé plus de 3 minutes sur le banc de pénalité, puisqu'il a été pénalisé 2 fois, la deuxième pénalité en ayant amené le 3-1 de Davos. Je ne sais pas, messieurs, vous n'étiez pas avec moi, si Stéphane, à distance sur le match, mais... Moi, j'ai tout écouté ce que tu as dit. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Pascal. Alors, peut-être vu que toi, tu as suivi le match à Ajoie contre Davos, comment tu as senti l'équipe? Parce qu'avant le match, on a quand même beaucoup mis le focus sur le début de rencontre. Gary le disait aussi, parce que dimanche avant, pour rappeler à ceux qui ne s'en souviennent pas, le match a été dans les grisons. Il y avait 3-0 après même pas 5 minutes de jeu, 4-0 après 20 minutes. Comment t'expliques
que l'équipe repart encore, mais presque dans la situation identique, but annulé après 17 secondes et 2-0 après 2 minutes 30. Enfin, je ne sais pas, on a quand même travaillé là-dessus et on n'arrive pas à arrêter la fuite. Écoute, j'ai pas de réponse, hein, malheureusement. Sur le 1-0 annulé, bon coup d'œil de la personne qui fait la vidéo à Ajoa qui a vu que le puck était encore sur la ligne au moment où Stransky est dans la zone offensive. Après, c'est un débordement sur l'aile droite à trois joueurs d'Avesien, un mauvais rebond ensuite accordé par Wolf. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Le problème, c'est que c'est 2 fois contre la même équipe, donc effectivement, ça soulève des questions. Et puis, une chose que j'ai relevée, c'est qu'au moment où les joueurs quittent la glace à la fin du match, ils sont vraiment déçus de la performance. Clairement, ils faisaient la gueule, il n'y a pas d'autre terme. Jordan Howard, quand il vient à l'interview, il tire la gueule, il traîne les pieds parce que. Parce que si tu enlèves ces 5 premières minutes, Ajoa est dans le combat. Peut-être que le scénario se passe autrement, mais. Tourne peut-être de l'autre sens. Davos, avec le match qu'il avait connu, savait très bien que s'ils repartaient de la même façon, ça allait marcher. Ils sont peut-être rentrés dans le match avec de la confiance à la tonne et comme un rouleau compresseur parce que ça avait marché la première fois. Oui, mais alors si tu es Ajoa, joue contre nature dans les 5 premières minutes de jeu, ça doit être la 4-5e fois de la saison qu'on se prend des valises dans les premières minutes. Bétonne derrière, ne part pas à l'offensive. On a déjà vu sur des premiers engagements que direct on se rue à l'attaque aussi, on va dire sans réfléchir. C'est l'instinct aussi qui parle, mais faites un travail peut-être dans ces premières minutes. Parce que si on enlève les 4-5 fois que c'est mal passé, Ajoa, c'est le leader de National League. J'irai pas jusque-là, David. Regardez. Non, mais c'est vrai. Avec des ici, on va là, avec des si, on reste là, les gars. On est toujours dans les ici avec Ajoa, ici, puis ça. Mais c'est ça l'historique. Quand tu joues dans une ligue au meilleur niveau, la différence entre les équipes, elle est mince, les gars. Ça se joue sur des détails. Ça, c'est un classique. On dit que la game se joue sur des détails. Ben, c'est ça, les détails. Mais il y a toujours un détail qui va aller contre Ajoa parce qu'ils ont. Il manque un étranger. Ils n'ont pas de profondeur. Ils sont moins forts à défense. Des unités spéciales. Le soir, ça va être le gardien. L'autre soir, ça va être le mauvais départ. Mais c'est ça, c'est quand tu es moins fort, à la fin de la journée, il y a toujours une raison. Tu peux mettre le point chaque fois sur un truc qui n'a pas joué. Mais si les étoiles ne sont pas complètement alignées, si les 8 étoiles ne sont pas alignées, ils ne gagneront pas. C'est ça la réalité, les gars. On s'entend qu'ils ont fait 9 points. Puis sur les 9 points, ils en envoient les 3. Ils en envoient les 2 à Zouk. On s'entend, là? Donc, c'est un hold-up. Donc, je ne veux pas être méchant. Je peux être dur avec Ajoa. Je suis juste réaliste. On va dire ça toute la saison. Puis là, je pense qu'ils rentrent dans le plus dur. Parce que le premier tour, là, c'est la première fois qu'ils rentrent contre les équipes. Les autres équipes n'avaient pas fait trop de vidéos sur eux, ne connaissaient pas trop, etc. Là, on rentre dans le deuxième tour. Là, les gars, attention. Deuxième tour. Puis là, c'est ma question, alors. Si on fait le bilan. Des matchs, etc. Moi, je pense que là, c'était l'énergie du début, là. Joe, mais là, on rentre dans le dur. Là. Qu'on voulait te poser. Premier tour terminé, on en a un peu parlé dans Backcheck le Talk samedi. Est-ce que le premier tour a été au-delà des espérances pour Ajoa en termes de points et d'attitude? À quoi s'attendre maintenant pour la suite? Moi, je pense qu'à 9 points, ils sont dans le tir. Moi, honnêtement, je suis quand même surpris de voir leur niveau de compétitivité dans certains matchs. Donc, pour moi, on ne peut pas être défaitiste avec le début de saison d'Ajoa. Je pense qu'ils ont été peut-être même au-dessus de ce que plusieurs, dont moi, voyaient. Parce que c'est un club de cœur, c'est un club qui laisse tout sur la patinoire. C'est pas beau toujours, c'est pas parfait, loin de là. C'est un club qui manque de profondeur, on peut tout nommer, mais quand même, il faut dire que dans le premier tour, ils n'ont pas été une si mauvaise équipe que ça. Le problème, c'est comme vient de le dire Steph, là, Zug, la prochaine fois qu'ils vont affronter Ajoa, ils vont être prêts à affronter Ajoa. Ils ne les prendront peut-être pas d'aussi haut, et c'est peut-être là où Ajoa va se faire attendre avec une brique et un fanal. Là. C'est l'expression, je ne sais pas si c'est la même expression ici, là, mais ils vont se faire attendre partout où ils vont aller. Parce que justement, les équipes vont faire la vidéo, vont s'attendre à une sortie à la Ajoa, vont s'attendre à devoir se battre tout le match à une équipe qui n'abandonne pas. Mais après ça, on va quand même être... Et on va de plus en plus déranger Tim Wolf. Moi, je suis convaincu que Tim Wolf est l'élément bonne surprise du début de saison.
le HL joueur. Thibaut Frossard, on peut en parler. On peut en parler. Il y a des Daniel Hagenman qui est sorti aussi dans le chat. Il y a vraiment des joueurs qui ont augmenté leur niveau, qui jouent très bien depuis le début de saison à Ajoie. Mais Tim Wolf, on va finir par le déranger. Puis il joue Pascal, beaucoup. quand on est le néo-promu et qu'on a tous ces problèmes de blessures et tout ça, et qu'on n'a que 2 étrangers, même 1,5 sur la glace parce que De Vos ne joue pas à 100%, c'est aussi là qu'on va devoir travailler. On entend toutes les rumeurs pas possibles en coulisses de joueurs qui sont proposés, certains qui ont déjà joué en Suisse, qui auraient pu venir, qui viendront peut-être pas. Phil Varone, comme on l'a un petit peu rigolé avant, envoyé dans toutes les formations qui sont dans le besoin, notamment à Ajoie, ça discute, ça regarde, mais il y a peut-être des points qui ne font pas. Mais là aussi, Leschen va devoir trouver aussi des solutions rapidement parce que l'effectif est déjà mince. Alors, si en plus on joue avec un étranger et demi, ça ne va pas suffire. C'est clair qu'il faut trouver une solution cette semaine rapidement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur le marché qui est disponible pour venir à Ajoie sans qu'il y ait trop de concurrence sur le long? Ça, c'est un autre problème. Parce qu'on l'a vu, Gary, on a parlé dans Backcheck le Talk samedi, il y a eu le cas Udacek qui était prêt de signer, qui avait quasiment le stylo sur la feuille. Et à ce moment-là, il y a le Zanebian qui ont appelé pour prendre les renseignements. Donc forcément, Ajoie, c'est le petit pousset, c'est le marché le moins connu en Suisse. C'est aussi un budget très bas, donc on sait que voilà, c'est pas forcément évident pour eux. Mais c'est clair que là, j'espère que cette semaine, Vincent Leschen, il est au téléphone quasiment H24. Les gars, ils ne jouent pas dans la même cour de récréation que les autres. Je suis désolé de vous dire ça. Ça revient encore à la même chose. C'est super qu'ils soient en National League. C'est génial. Puis c'est positif. Il y a plein de positifs qu'on peut trouver. Mais là, c'est encore un exemple qui fait que, ils ne sont pas dans la même cour que les autres, les gars. Ils ne sont pas dans le même bateau que les autres. Tu as un budget, tu ne peux pas attirer tu as besoin d'un étranger, tu ne le trouves pas parce que tu n'as pas le pognon d'apprendre entre les joueurs disponibles puis ce que tu dois donner. C'est hyper compliqué. C'est comme ça. Je reviens toujours à la donnée de base. Est-ce que c'est la bonne ligue pour eux? Voilà, c'est super. C'est génial pour nous d'avoir à jouer. Mais là, au bout d'un moment, c'est parce que si tu arrives, c'est compliqué. Si tu n'arrives pas à trouver un gageur étranger parce que tu n'as pas assez d'argent. C'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, Stéphane. Il y a pas tout qui peut cliquer. On n'attendait pas d'Ajoie qui joue un hockey exceptionnel. Ils ont eu la chance, ils l'ont saisi de monter. C'est normal qu'ils se retrouvent dans cette situation. Et même, on le dit, nous, on est même presque surpris de la rapidité d'apprentissage. Hormis les débuts de match, pour le reste, on a vraiment progressé pas mal. Donc, c'est normal. Ils ont fait un bon premier tour, c'est pas ça qu'on dit. On l'avait prévu, l'énergie. Donc, à leur place, moi, je dis qu'ils le sont. Etc. Ils le sont et ils le resteront en tout cas 2 ans. Donc, voilà. Je vais aller dans le chat un peu pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a Morissette qui dit Ajoie est en apprentissage. Dans chaque métier, on ne peut pas attendre qu'un apprenti sache faire la même chose qu'un professionnel. Laisser le temps au temps. Et c'est vrai que dans le reste de la saison, il va falloir quand même voir Ajoie aller de l'avant. Si Ajoie n'avance pas et n'apprend pas, il est là le problème. Il y a Joris qui, pour revenir un peu à Steph, ce que tu disais, Ajoie pourrait-il se tourner vers un joueur qui est recalé des camps d'entraînement de NHL? Ça va être difficile avec ce qu'on peut proposer. Parce que ces joueurs-là, s'ils sont prêts à venir, ils vont sûrement aller dans des plus gros marchés où on leur offre plus d'argent. Ben oui, les gars, c'est ça qu'il faut vous rendre compte, c'est qu'il y a un marché qui existe pour ces joueurs-là. Et puis, si tu ne peux pas jouer dans ce marché-là parce que tu n'as pas les moyens, voilà, c'est une réalité, c'est comme ça. Il y a des gars, déjà à Ajoie, ça n'attire pas. On s'entend à Ajoie, c'est un petit bled dans le nord de la Suisse, etc. La ville n'est pas séduisante pour un gars qui a joué en Amérique. Est-ce que les moyens, ils ne les ont pas? Stéphane, est-ce qu'ils ne veulent pas les donner parce que finalement, est-ce que tu ne peux pas, pour un joueur qui vient en cours de saison, le payer plus que tous tes autres joueurs? Ça, c'est peut-être pas une autre question aussi? Ben oui, tu ne peux pas. Ça fait partie de la problématique d'une équipe qui n'est peut-être pas à sa place. C'est ce que je dis. Je ne veux pas être méchant, je suis juste pragmatique et réaliste. Si tu ne veux pas défaire une masse salariale parce que ton plus haut salaire, c'est 120 000 net, les gars, tu es dans la merde. Dans une ligue où la majorité des quatrièmes lignes de cette ligue gagnent plus que ça. Il faut vous rendre compte, les gens ne se rendent pas compte de la réalité du terrain. Je veux dire, les chaînes ont beau dire qu'il ne répond pas au téléphone, peut être dur avec lui, mais quand il téléphone et dit que tu as quoi offrir, 10 000 francs par mois, peut-être. Pardon?
Le gars va dire pardon? Non. Si tu veux avoir une pointure, le gars, il 10 000 fois par mois, il va dire non, mais tu rigoles, là, je vais attendre, je vais passer mon tour parce que je vais avoir 3 fois plus Mais dans 2 même mois dans qu'un une autre équipe. sponsor ou que le budget le permet, est-ce que toi, en tant que directeur sportif ou qu'entraîneur, Non, tu tu peux pas. autorises un joueur à Non. venir payer plus que tout le monde? Dans Non. ton vestiaire, tu le perds aussi. Ben oui, mais ça fait partie de la problématique. Tu vas perdre ton vestiaire si tu donnes plus que tes 4 étrangers en place qui ont été fidèles à ton club, dont 2 ont été hyper fidèles, etc. Là, tu viens de perdre ton vestiaire, effectivement. Puis si tu vas chercher un gars en licence B National League qui gagne 2 fois plus que tes meilleurs joueurs, tu peux pas. Ça fait partie de la problématique. C'est l'ensemble des trucs que je vous dis, c'est que justement, c'est qu'ils ont fait face à la réalité du terrain. Il y a l'euphorie. Puis moi, je reviens sur l'apprentissage. Ce qu'elle a dit, c'est Morissette, c'est ça? Elle a dit, c'est intéressant. Moi, je suis d'accord. OK, l'apprentissage. Est-ce que tous ces joueurs-là vont vraiment s'améliorer? Est-ce que tu prends les mêmes l'année prochaine puis tu repars? Est-ce que l'équipe sera meilleure? Elle va s'améliorer puis les autres pas? Mais on bien, va où, les... Non, mais on bien va sûr, où? mais Moi, je veux en bien même voir temps, l'apprentissage. Mais l'apprentissage, tu n'étais pas en en même National temps, League pour apprendre, les gars. Là. C'est ce que l'on a dit, c'est que maintenant, on a fait un constat qu'il est plutôt bon après 10-12 matchs. On est dans le tir. On est dans le tir, un petit peu plus haut et tout, mais c'est que maintenant, on va entrer dans la phase difficile, si on résume ce que l'on dit depuis le début en prenant en compte. Et après, il y a aussi, comme c'est discuté dans le chat, des questions de permis de travail dans le canton du Jura. Ils sont capables d'en avoir un permis B éventuellement. Voilà, c'est Régis Jérôme qui était au match qui nous ont aussi expliqué qu'on a 17 permis de travail pour des joueurs hors Europe et puis que peut-être on a possibilité d'en avoir un. Voilà, c'est des longues discussions qui se font aussi au niveau. Ça, c'est aussi un autre problème. Donc, voilà. C'est un autre problème. On est dans un plus petit canton, etc. Raison pour laquelle Phil Varone pourrait venir, par exemple. C'est la réalité. C'est la réalité du terrain. Et lui, il a déjà un permis. Donc, ce qu'il a déjà, il est transférable. Donc, ça ne sera pas un nouveau permis dans le canton de Jura. Sauf erreur, la technicalité. Là. Moi, ce que je vois dans tout ça aussi, là, tous les problèmes que vous venez de dire, les permis, l'effectif, tout ça, pour moi, ça a donné une mauvaise gestion de certains dossiers, dont Guillaume Asselin. Guillaume Asselin, le week-end dernier, quand il est revenu, on était en studio, Steph et moi, on était surpris qu'il revienne parce qu'il n'était pas à 100% et tout le monde le savait. Qu'est-ce qui est arrivé? Il se reblesse, même chose, et là, il est sorti pour 3 semaines au minimum. C'est la pression de jouer, parce que tu n'as pas de profondeur. Après, c'est peut-être le joueur aussi. Pris parce que tu viens de perdre Hazen, puis tu dois remplir ton effectif, mais tu prends, pas tu forces, mais tu mets la pression à un joueur pour qu'il revienne plus vite. Résultat, tu le perds pour 3 semaines et là, ça complique encore plus les choses. Est-ce qu'on aurait pu être patient? Je pense qu'à jouer, on n'est pas patient parce qu'on n'a pas le luxe d'être patient. Mais à un moment donné, ça te rattrape toujours. Et Guillaume Asselin, ça fait partie du truc qui fait que, voilà, est-ce que, voilà, tu ne peux pas te permettre ci, tu ne peux pas te permettre ça, tu ne peux pas engager un étranger. Puis tu forces plus ou moins à simple. Tu ne le forces pas, mais tu dis, il faudrait que tu joues, Le gars, il a une blessure qui peut aggraver. C'est une blessure musculaire il y avait une micro-déchirure. Il a joué, puis là, il y a une déchirure solide, une vraie déchirure. Donc là, il ne peut pas jouer. Puis les gens, ils disent « Ah, mais lui, il a peut-être un problème, il n'est pas ça. Regardez DeVos, à quel point c'est un dur, lui, il joue malgré la douleur. » Mais DeVos, il ne peut pas aggraver sa blessure. Je la connais, la blessure à DeVos, j'ai eu les explications. Lui, c'est de la douleur, mais c'est de la gestion de douleur. Mais il ne peut pas aggraver sa blessure parce que ce n'est pas musculaire. C'est un point de pression sur la malléole, etc. C'est comme le lace bite. Ceux qui ont joué au hockey savent ce que c'est le lace bite. Il faut qu'il essaie de décharger le truc. Donc, lui, il peut jouer malgré la douleur. Il ne va pas aggraver. Ça va juste lui faire mal. Il faudrait qu'il arrête de jouer pour que la douleur passe, mais il ne peut pas aggraver. Et DeVos, il peut aggraver. Donc, il a effectivement aggravé une blessure. Il a pris des risques. Mais là, j'entends les discours des gens. « Ah, mais Asselin, c'est soft et tout. Regardez DeVos, lui, c'est un vrai. » Arrêtez avec ça. Là, ça, c'est des clichés. Hein, c'est « Ah, DeVos n'a jamais raté un match, c'est un vrai. » Arrêtez avec ça. Ça, c'est mon coup de gueule à moi. Ça m'agace. Parce qu'Asselin, la blessure qu'il a, il ne peut pas jouer avec parce que c'est sa carrière qui va être en jeu après. Pleinement d'accord avec toi. Pleinement d'accord. Voilà. Moi, si on doit terminer sur quelque chose, je rejoindrai le commentaire avec Maurice Etschneider avec lequel je suis parfaitement d'accord. C'est que quand Rapperswil et Langnau sont montés, on n'en entendait pas plus non plus la première saison et les premiers matchs. Là, c'est un club roman. Donc, forcément que ça nous touche et qu'on en parle aussi et puis qu'on voit. Mais maintenant, c'est à Ajoie de nous prouver entre les matchs 12 et on va dire 36
qu'ils ne doivent pas sombrer, qu'ils doivent rester constants et que si on arrive dans une saison à 40 points ou à 45 points, eh ben on peut déjà être très satisfait. C'est après qu'il faut bâtir en allant prospecter peut-être si on ne peut pas offrir des contrats très hauts en Swiss League. C'est aussi leur point fort. Ils connaissent parfaitement le championnat, de faire venir des jeunes talents, des joueurs confirmés dans l'effectif, l'avoir un petit peu plus étoffé et continuer de grandir. Maintenant, c'est encore trop tôt. Mais c'est vrai que sur ce qu'on voit au début, on peut être sévère parce que finalement, c'est ce que l'on attendait aussi, mais on peut aussi être content sur d'autres points. Je suis tout à fait d'accord avec toi, David, sur ce dernier constat. Ils peuvent mettre en avant les exemples comme Rohrbach, comme Roman Engi, qui étaient des abandonnés de leur club au Tessin et qui brillent. Parce que Rapperswil, c'est exactement ce qu'ils ont fait, messieurs. Ils ont pris à peu près tous les bannis des joueurs qui n'avaient plus de temps de jeu ou qui n'étaient pas satisfaits dans leur équipe pour les faire venir et ça marche plutôt bien. Je les ai commentés encore ce week-end. Contre Zug, il méritait haut la main la victoire. Alors bien sûr, ça ne va peut-être pas fonctionner pour aller très loin, mais Rapperswil a grandi. Laissons du temps à Rapperswil avait un budget autrement que celui de Rapperswil. Il y a les mécènes derrière. Excusez-moi, là, mais le budget de Rapperswil est pas mal plus élevé que celui d'Ajoie, même à la première année. Dans une moindre mesure, vous verrez même Langnau, il ne joue pas dans la même ligue au niveau du budget. On s'entend, là, il y a 40-50% de différence, les gars. C'est même pas comparable. Messieurs, on va finir ce tour d'horizon avec un peu de positivisme parce que j'ai l'impression qu'on a été dans le négatif beaucoup. On va parler de Fribourg-Gotteron. Que dire sur Fribourg-Gotteron si ce n'est que tout va bien, David. 2 nouvelles victoires ce week-end. Premier du classement. 7 victoires de rang pour les Dragons. Voilà, du positif. On conclut l'émission, alors c'est bon. C'est Non, mais c'est vrai que c'est toute la différence des autres équipes que l'on a pu évoquer jusqu'à maintenant, c'est que la confiance est là, que tout fonctionne bien, qu'il y a une bonne humeur, que ces 4 défaites qu'on avait juste avant ces 7 victoires n'avaient pas entamé le moral de l'équipe parce qu'il y avait eu des bons matchs dans ces 4 défaites, qu'on était plus ou moins sûr de où on allait, que l'équipe n'a pas beaucoup changé, qu'elle progresse. Là, c'est le mot qu'on utilisait avant. Fribourg nous a montré qu'il était encore capable de faire un step en avant par rapport à l'année dernière où il avait quand même un complexe par rapport aux top équipes. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et franchement, ce Fribourg-Gotteron-là se fait plaisir et nous fait plaisir quand on voit les matchs parce qu'il y a vraiment du bon hockey, que ce n'est pas forcément non plus tes top joueurs, tes stars qui font le jeu, que tu as ta 3e ligne qui performe comme ça, c'est vraiment bon à prendre pour Dubé. Je crois qu'il doit en être très, très content. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de négatif à redire quand ça va comme ça bien? Je ne sais pas, moi je vous écoute parce que... La 4e ligne ne fonctionne pas. Aaron est en panne de confiance depuis qu'il est à Fribourg. Peut-être que les joueurs que tu as dans ta 4e ligne... à l'avant. Voilà. Jobin ne joue pas, puis Aaron est un fantôme comme d'habitude. C'est ça qu'on peut dire. Mais si c'était ça le problème, excusez du peu, on est preneur dans tout. Tu demandais du négatif, voilà. Du négatif. Si on veut chercher la petite bête, c'est ça. Mais écoute, moi, j'aime beaucoup ce que je vois de Fribourg, je le répète. C'est une équipe qui joue bien, joue du bon hockey. Ils ont changé drastiquement leur style, le petit style, le 1-4 passif contre les bonnes équipes. Ils ont changé un style beaucoup plus agressif, beaucoup plus entreprenant et ça convient à beaucoup de joueurs. Et tu parlais de la production il n'y a pas que les grandes stars qui marquent ou les étrangers qui marquent ou les meilleurs joueurs, les films gâchettes. Tu as des Jörg qui a quasiment un point par match. Tu as Marchand tout à coup. Jörg, Marchand et Walser, la ligne. Plus 10 pour Jörg et Marchand, plus 7 pour Walser. Quand ta 3e ligne a un différentiel de plus 10, ça va en plus 1 à peu près à tous les matchs. Excusez-moi, les gars, tu es en business. Là. Pour un coach, là, c'est de l'or en basse. Hein. Ça veut dire que quand tes étrangers répondent ça, tu es sûr qu'eux, ils vont gagner leur duel. Chaque match, ils gagnent leur duel. Évidemment, eux, ils ne jouent pas contre la meilleure ligne adverse. Ils ne sont jamais matchés contre les meilleurs défenseurs. Ça, c'est le luxe quand tu joues sur une 3 ou sur une 4. Quand tu arrives sur la glace, tu joues contre les défenseurs 5 et 6 de l'autre côté souvent. Parce que personne ne se concentre sur toi. Mais là, eux, ils profitent de ça. Avant, l'année passée, ils faisaient jeu égal contre la 3 et la 4 de l'autre côté. Maintenant, ils gagnent leur duel contre la 3 et la 4, les défenseurs 5 et 6. Ça fait une grosse différence. Ça veut dire que quand Ternay est en panne et que est en panne, il gagne. Je vais reprendre l'expression de Stéphane, puis que Fabrice nous met dans le chat. La loi de la moyenne, là, pour Fribourg, elle arrive quand? C'est sûr. Oui. Fribourg-Gotteron, honnêtement, puis on en avait parlé dans le studio avec Serge Pelletier. Il a dit souvent on apprend de la défaite. Fribourg-Gotteron a appris de sa séquence de 4 défaites. Depuis ce temps-là, c'est 7 victoires consécutives. Tout roule, tout baigne. C'est un premier tour quasi parfait pour eux. En plus, ils sont épargnés par les blessures.
les bonnes équipes, les 4 trios fonctionnent ou tu as du moins 3 trios qui peuvent contribuer en attaque. C'est ce qui se passe à Fribourg. Tout va bien. Par contre, c'est bien beau, c'est le début de saison, mais il va falloir simplement trouver la constance sur la saison. Et c'est vraiment là que le gros défi arrive parce que cette forme-là qu'en ce moment Fribourg a, ils devront l'avoir en fin de saison puis au début des playoffs aussi. C'est de maintenir leur style de jeu, d'être confortable à 100% contre toutes les équipes avec ce style de jeu. Et c'est vraiment sur le long terme qu'il va falloir confirmer. Après, la loi de la moyenne, c'est vrai qu'elle existe, ils n'en gagneront pas encore 40 dans la saison. Non, mais c'est sûr et certain qu'ils vont revoir de l'adversité dans la saison. Mais en même temps, c'est presque bien d'avoir de l'adversité dans une saison. Parce que si l'adversité, elle arrive en play-off, tu n'as pas de deuxième chance en play-off. L'adversité, elle doit arriver aussi en saison. Là, c'est bien beau, on se bâtit une confiance, on sait que ça va bien et on va pouvoir utiliser ces bons moments-là pour, quand ça va aller moins bien, revenir à ce qu'on faisait de bien en ce moment. C'est là vraiment que c'est important, la séquence que Fribourg vit. C'est un peu comme Bienne, un gros pic de forme en début de saison. Il va falloir gérer maintenant le reste plutôt avec facilité normalement pour aller dans le top 6 parce que Fribourg s'en est donné les moyens et le début de saison, on ne va pas disparaître du jour au lendemain comme ça, mais c'est vrai que maintenant, il va falloir continuer de jouer un hockey toujours très, très bon et qu'on va passer par des moments plus compliqués. Et c'est dans ces moments plus compliqués qu'on verra aussi le caractère de l'équipe et le caractère du coach. Ce qui va être intéressant, c'est la fin de la série et comment ça va se passer juste derrière. On l'avait dit avec Bienne quand ils ont fait leurs 8 victoires pour commencer, que c'était intéressant de voir comment ils allaient réagir à partir du moment où ils allaient commencer à perdre. On l'a vu, ils ont perdu 2 matchs, ils ont ensuite gagné. Là, maintenant, on attend, entre guillemets, cette première défaite de Fribourg pour mettre fin à cette série et voir comment est-ce que ça va réagir derrière. Là, on verra le caractère de l'équipe, on verra le caractère du coach. Comme tu le dis, David, on sait que Christian Dubé est quelqu'un qui a du caractère. Il l'a montré durant la série de défaites avec des déclarations choc une nouvelle fois dans la presse, et notamment à notre micro. Ce sera le moment peut-être où Fribourg va réellement montrer son vrai visage. Et même s'ils viennent en reperdre 4, admettons qu'ils perdent un des 2 ce week-end, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont mis les points à l'abri et ils vont pouvoir continuer à regarder. Il ne faut juste pas tomber trop bas non plus. Il y a les gars dans le chat, il y a Gaétan qui demande comment faire pour relancer Yannick Heron. Tout a été essayé. Il a été engagé pour marquer, pour jouer sur le power play. Là, il n'a pas sa place sur le power play. Est-ce qu'un prêt pourrait être une option pour lui? Je pense que l'effectif, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à Fribourg, on n'a pas une tonne de joueurs. S'il y a des blessés, Heron va avoir son importance. C'est une question de confiance. Je ne peux pas te permettre ça. Et puis, écoutez, qui va vouloir de Yannick Heron à 1 million de francs par année? Là? Excusez-moi, là, parce que tout le monde le sait. Là. Qui veut de Yannick Heron à 40 000 francs par mois? Sérieusement. Là. Pour ce qu'il te donne, personne. Personne. Lui, son prochain contrat, là, je vais vous dire un truc. Là, il y a eu une chance à Lausanne, il y a eu un regain de vie à Lausanne une année, ça a redescendu normal. Hop, on l'a pris à Fribourg, on lui a donné une chance, il y a quelqu'un qui a cru en lui. Est-ce que quelqu'un va croire encore en lui? Même pas un joueur de location, parce que c'est même pas un joueur de caractère. Même sur le power play, il n'est plus aligné. Puis je reviens, tu parles du power play, Marchand, Valzer et puis Marchand aussi. Ils ne jouent même pas sur le power play, puis ils font des points, les gars. Donc, tout va bien. Donc, si tu rends des gars sur le power play, c'est un de ceux-là qui mérite d'avoir. Après, le problème à Fribourg, il vient peut-être que les joueurs que tu as sur ta 4e ligne, ce n'est pas là qu'ils doivent. Parce que quand tu as Bikov sur les derniers matchs, Heron et Rossi, c'est quand même pas ça qui doit être ta 4e ligne en temps normal. C'est des joueurs, quand tu les as sur la 4e ligne, tu es content, parce que ça veut dire que normalement tu as un bon équilibre et tout ça, mais c'est des joueurs qui se doivent de faire du jeu offensif et pas forcément du jeu que l'on attend d'eux sur la 4e ligne. En tout cas, pas Yannick Heron. Rossi peut peut-être avec son gabarit un peu plus défendre, Bikov est ultra polyvalent, mais Heron, c'est quand même pas sa place. C'est pas là que tu vas le mettre en valeur. Bikov était sur le powerplay lors du match de samedi à Lausanne. Il était, en tout cas sur le dernier but de Fribourg, il est sur la glace avec la ligne de powerplay. J'ai vu que Christian Dubé avait un petit peu remanié ses lignes de powerplay à ce moment-là du match. Je n'ai pas regardé si c'était sur l'intégralité du match ou non. Il y a Fabrice qui dit Heron, il faut l'échanger contre 2 caisses de bière et une paire de cervelas. C'est ce que j'aime bien chez nos abonnés, c'est qu'ils ont une touche d'humour et puis qu'ils deviennent tous directeurs sportifs. Il y en a un qui dit qu'il faut l'envoyer à Ajoie. Non, mais moi, je pense qu'Heron avec des lacets roses à Ajoie, ce serait nickel.
C'est Et il y a peut-être ça qui lui Florian, manque il y a pour le Florian qui a lancer, répondu que c'était trop cher quand même, les 2 caisses de bière et la paire de cervelas. Hein. Donc peut-être que l'Ilacero, c'est peut-être contre l'Ilacero, c'est peut-être la solution. Et je suis sûr que Gary Sheehan, il le prendrait, Yannick Aaron, hein, parce que c'est un gars qui est offensif, il peut te marquer un petit but de temps en temps, etc. Mais imaginez qu'il gagne à peu près 4 fois le salaire du plus gros salarié de la joie. Ça dépend si c'est Fribourg fois, qui l'envoie ouais, là-bas et qui continue de payer une grosse partie du salaire, ça peut peut-être intéresser Gary et Vincent. Peut-être, mais l'étroitesse du contingent à Fribourg est assez... on a dit, Fribourg, ce qui les gâte, c'est les blessures. Parce qu'ils ont un contingent très, très mince. Ils ont été épargnés depuis l'année passée par les blessures. Il n'y a pas eu de grosses blessures. Oui, il y a Fura qui a été loin un petit moment, mais ils n'ont pas été trop touchés. Donc là... Aaron à Bienne, Aaron à Ajoie, Aaron à Berne, Aaron un peu partout, mais Aaron, pour l'instant, pas bon. Pour l'instant, Aaron à Fribourg. 4. Mais David, tu parlais justement du 4e bloc. Je pense que les gars qui sont sur le 4e bloc ont eu la chance de se prouver en début de saison. Ils ne l'ont pas fait. Eux, en ce moment, il faut qu'ils travaillent encore plus fort. Et quand il y aura des blessés, quand il y aura la moindre chance de monter dans l'effectif, il faut qu'ils la prennent. Ils n'ont qu'eux à blâmer d'être rendus sur ce trio-là. Alors, quand ça va comme ça bien, pourquoi, quand tu n'es pas satisfait de certains joueurs, tu ne les laisses pas en tribune puis tu ne laisses pas des jeunes dans cette 4e ligne? Moi, je te retourne la question. Une question qu'il faut poser à Christian Dubé. Très bonne question parce que, oui... C'est pas le moment de former un peu Gaétan Jobin, par exemple? Ça, je dis rien. Jobin, il a joué 2 minutes là, contre... Quel match il a joué contre Ajoie? Il a joué 2 minutes ou 3 minutes? Parce que ton avenir, c'est qui? C'est Jobin ou c'est Aaron? Tu cherches d'identité régionale. Là. Jobin, c'en est un petit gars du club, ça. Disons qu'il faudrait éviter un deuxième David Ebicher. Pour la publicité du club vis-à-vis de... mais officiellement, à Fribourg, on dit qu'officiellement, le message subliminal à Fribourg... Il a joué 7 minutes 15, Steph. 7 minutes 15 contre Ajoie. Okay. C'est en fin de match, probablement. Parce que moi, j'ai regardé, je pense qu'il y avait 2 minutes à 2 périodes. Mais peu importe. Mais c'est pas assez. Tu dois le faire jouer contre Ajoie. Je veux dire, excuse-moi, là. Je veux dire, voilà. Tu m'as fait perdre mon idée... David Ebicher, parce que là, le message subliminal qu'on entend, Raphaël Berger est venu chez nous, là, il a réglé subliminalement, il règle ses petits comptes à gauche, à droite sur les critiques, là, il l'a dit très poliment, mais c'est bien placé, un petit commentaire ci, un petit commentaire piquant là. En fait, le sous-entendu que David Ebicher n'a pas été assez patient. Le sous-entendu, c'est que David Ebicher, à 20 ans, il en demandait beaucoup trop, puis il n'a pas été patient, puis c'est normal qu'il reste sur le banc des matchs entiers, puis qu'on ne l'utilise pas, parce qu'il y avait des bonnes raisons. Puis regardez Marchand, à quel point il était patient. Mais Marchand, ça fait 7 ans qu'il est sur le banc à Fribourg, les gars. 7 ans, ils l'ont signé à 17 ans. Je n'appelle plus ça de la patience, moi. Puis Christian Dubé, là, quand il parle de patience, j'aimerais lui rappeler que lui, là, qui était un super hockeyeur junior, un des meilleurs au Canada à son âge, qui a été repêché, je pense, début 2e ronde par les Rangers de New York, lui, là, quand on l'a renvoyé en AHL, là, il a fait 1 année. Et lui est parti en Suisse. Il a dit non, moi, je ne joue pas en HL, je repars en Suisse. Donc, parlant de patience, là, faites ce que je dis. Il dit aux jeunes, faites ce que je vous dis, faites pas ce que moi j'ai fait. Petite parenthèse. Puis, je trouve ça un peu facile de la part de Fribourg, surtout de Raphaël Berger, parce que ce n'est pas son rôle de parler de ça, de venir chez nous et dire ben là, les jeunes à Bichère et puis Glauser et tout ça qui sont partis, qui jouent ailleurs puis qui font pas mal par ailleurs, parce qu'ils ne sont pas assez patients. Je trouve ça cheap un peu. Excusez-moi. Ça, c'était mon petit coup de gueule sur Fribourg. Les gars, je trouve qu'on est rendu à overtime. Non, mais ça m'a agacé parce que j'ai entendu dans l'overtime. Je n'étais pas là, mais moi, je l'aurais relancé là-dessus. J'étais en train de me dire, Raphaël, que David Ebicher, c'est un petit gars qui est sûr de lui, tout le monde le sait, etc. Mais c'est comme ça qu'on les élève à Fribourg, à être sûr d'eux et être confiant. Et là, tout à coup, il n'y a pas la bonne attitude, il est trop impatient parce qu'il faut rester 3 ans sur le banc à Fribourg. C'est ça la patience, ça, c'est Marchand. Regardez Marchand, il a été patient, lui, etc. Moi, je me serais tiré bien avant, le petit Marchand, hein, parce que là, cette année, ils ont l'air de des génies, mais il a 24 ans, le garçon. 24. On nous demande si ça peut changer maintenant avec John Gobi. Tout ça. Une bonne question. Steph, je te propose de te dépêcher d'aller à BCF Arena parce que Raphaël, d'après ce que j'ai compris, il arrête dans 2 semaines. Hein, donc voilà, si tu veux aller lui parler de ça, il faut que tu te dépêches d'y aller. Après, il sera en loge avec les sponsors. Exactement. Non, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il a dit ça, puis voilà. Donc, il y a des petites pointes ici. Bon, c'est normal qu'il règle un petit peu ses comptes face à la critique, mais il le dit toujours d'une façon très polie, donc ça passe super bien. Morissette qui nous dit Ludovic Weber est un bel exemple à Zurich de jeune fribourgeois qui a eu la patience d'aller ailleurs. Glauser aussi, les gars, Bichard est parti, il y en a plusieurs. C'est comme ça dans tous les clubs. Hein. Il y en a toujours qui vont se développer ailleurs et qui viennent après. C'était peut-être différent pour Ludovic Weber. On parle de Fribourg, mais j'ai commenté à Rapperswil, puis les 3 défenseurs droitiers à Rapperswil, c'était Ibichère, Baragano et Voardou.
Et les trois ont joué un sacré bon match. Et tu dis, écoute, et dans les clubs romans qui les développent, il n'y a pas de place. Donc, c'est tant mieux pour eux parce qu'il y a peut-être parce qu'il y a peut-être trop d'ambition. Trop d'ambition. À Rapperswil, on joue libre, on place les jeunes, on les forme, on les développe. On vit avec à Fribourg, à Lausanne. Et Gaëtan, on pose une bonne question finalement. Est-ce que jouer en 4e ligne, c'est la bonne place pour Jobin? On n'a pas dit qu'il devait jouer en 4e ligne, on a dit qu'il devait mieux l'intégrer, c'est-à-dire lui donner plus de temps de glace et peut-être le monter en 3e, voire d'essayer quelque chose. C'est difficile peut-être de bouger tes 2 premières lignes, mais bon, quand tu es à 7 sur 7, tu es leader du championnat. Quand ça va mal, on ne peut pas intégrer des jeunes parce qu'il faut gagner le prochain match, comme à Genève ou n'importe où, etc., ou à joueur, peu importe. Tu ne peux pas, quand ça va mal, tu dois gagner le prochain match, tu ne peux pas se le permettre. Quand ça va bien, tu ne peux pas te faire de chimie. Quand est-ce que tu fait jouer les jeunes, les gars? Que tu l'intègres quand, ton jeune, là, si tu ne l'intègres pas d'un bon moment où il n'y a plus de pression, etc. C'est la question que je pose. Puis clairement, pour répondre à la question qui a été posée, Jobin, c'est en tout cas pas un joueur de 4e bloc. On s'entend, là? Pas du tout. C'est un joueur offensif, talentueux offensivement, qui a un petit côté tricheur, comme tous les joueurs offensifs, comme Kylian Motet, etc. Il peut devenir un Kylian Motet à Fribourg. Il peut devenir un Kylian Motet, puis avant 30 ans, à mon avis, parce que lui, il peut shooter le puck, etc. Après, on peut parler d'éthique de travail, c'est un jeune, machin. Mais excusez-moi, là, mais c'est pas un gars de 4. Ça, c'est absolument clair. Pas un gars de 4. Oui, qu'on a trouvé quand même un sujet de discussion qui est plutôt. Moi, les gars, je pensais finir les clubs romans avec quelque chose de positif. Finalement, je me suis trompé. Mais non, mais Fribourg, sérieux, c'est magnifique ce qui se passe. Dans l'ensemble, on parle de Jobin, tout ça, mais là, mais moi, Fabrice a raison. Sur 52 matchs, il y a quand même assez de temps pour placer des jeunes, on va dire, de temps en temps. Pas dans on l'a vu, à part ça, on l'a vu avec Bougro la semaine passée à Langnau, où il descend de la 2e ligne. Donc, c'est aussi possible de placer un jeune sur les 2 premières lignes pour lui donner du temps de jeu. Bougro, c'est pas un jeune. Oui, c'est possible, tout est possible, messieurs. Tout est possible. C'est surnuméraire, hein, Bougro. Qu'est-ce qui va arriver avec Bougro à Fribourg? Ça, c'est autre question. Tu es en fin de contrat cette année, tu es surnuméraire à quelques matchs. Il sera renouvelé à Fribourg. Ce n'est pas la priorité. Maintenant, la priorité, c'est Valzer, les gars. Parce que Valzer, je vous rappelle que dans le journal La Liberté, on avait dit que Valzer était d'accord de le garder, mais pour 100 000 de moins. Donc, il avait négocié par l'entremise du journal La Liberté. Et puis maintenant, c'est la priorité. Maintenant, c'est la priorité. Vous avez vu? À 100 000 de plus, ça fait des points que ça aligne. Hey, tu es aussi bon que le dernier match que tu as joué. Puis là, c'est devenu une priorité. Non, c'est beau, ça. C'est beau. Ah, ça, j'adore la communication des fois. J'adore ça. Des fois, je me gratte la tête. Je relis l'ancien article. C'est bien ça qu'il avait dit. Ah, ouais, OK, d'accord. C'est bon. Bref. Je pense qu'on va terminer avec la remarque de Gaëtan parce que je l'aime bien. Never change a winning team, sauf Aaron. Ils sont en forme dans le chat. Ah, j'adore. Ils sont en forme. Voilà pour Fribourg. On va encore faire un petit détour de l'autre côté de l'Atlantique puisque la saison de NHL va commencer dans quelques jours. Et puis, on aura 10 joueurs suisses qui ont passé la dernière coupe d'effectifs qui a eu lieu ce week-end, avec quelques surprises, avec notamment Grégory Hoffman qui a fait sa place à Columbus, Siegenthaler aussi à New Jersey, puis après, les autres sont un peu plus attendus, Niederreiter, Kourachev, Souter, Fiala, Josi, Ischier, Meyer et Koukan. Et il y aura 5 joueurs qui ont été envoyés en AHL, dont Yanis Moser. Messieurs, finalement, on va parler de Yanis Moser pour commencer. Est-ce que c'est une surprise de le voir envoyé au Tucson Roadrunners, le club école d'Arizona? Non, c'est le passage qu'il devait faire. Yanis Moser, c'est sa première saison en Amérique du Nord. Il est super jeune, 21 ans encore. Les Coyotes de l'Arizona, quand ils l'ont drafté en 2e ronde, clairement, pour utiliser un choix de 2e ronde, c'est qu'ils voyaient quelque chose en lui. Ils veulent être patients envers lui parce qu'à l'âge qu'il avait, il aurait pu simplement attendre que le draft se passe et lui faire signer un contrat, mais il voulait s'assurer de l'avoir et de l'avoir vite parce qu'il avait peur qu'il soit repêché avant qu'il puisse le faire. Donc, c'est de lui apprendre le hockey nord-américain, c'est de lui apprendre à jouer sur les petites patinoires, un jeu plus physique. La AHL est une très bonne école pour les jeunes joueurs comme Yanis Moser parce que c'est un jeu dur. Tu as tout le monde qui veut monter en NHL, puis tu as les vétérans qui sont là, qui espèrent avoir une chance, une dernière chance en carrière. C'est un jeu qui est très difficile, mais c'est une bonne école pour lui. Et de toute façon, quand tu regardes le top 6 défensif de l'Arizona, c'est pas une grosse équipe, l'Arizona, on va être franc, là. Ça va être une des pires de la Ligue cette saison. Mais je pense pas vraiment qu'il y avait sa place.
surtout qu'on a un autre jeune en Arizona qui est Victor Soderstrom, qui est un choix de première ronde, je pense un top 10, qui est très prometteur. Je pense qu'on va mettre nos énergies sur lui en défense pour l'instant et on va laisser Moser grandir en NHL. J'ai une question pour vous trois, messieurs. Est-ce que quand on le coupe de cette manière, qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir débuter tout de suite en NHL, on lui parle derrière, on lui explique un petit peu ce qui l'attend et qu'est-ce qu'on veut de lui, ou simplement c'est comme des fois on a l'habitude d'avoir un numéro, on dit bah, tu fais pas l'équipe et puis tu vas aller en AHL, point, c'est tout. Est-ce qu'on lui parle? Parce que le joueur serait peut-être plus tenté à rester si on lui a expliqué un petit peu ce qui l'attend ces prochaines semaines et peut-être le réintégrer dans un futur qui soit proche ou même un petit peu plus lointain. Ou alors de dire aux joueurs qui sont un petit peu perdus à son âge aussi, dans ce grand pays, et qu'il ait plutôt envie de revenir en Suisse. Je sais pas, est-ce que Steph, toi, tu connais peut-être un petit peu aussi avec ton fils, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des bonnes discussions là-bas? C'est clair qu'il y a des bonnes discussions. C'est clair que quand tu coupes un gars, tu ne mets pas une feuille au tableau, puis tu dis, toi, tu prends l'avion ce soir, puis tu t'en vas là-bas. Surtout quand tu as un gars que tu as repêché en deuxième ronde, tu as fait un choix de deuxième ronde à 20 ans, là, ça c'est très rare. Donc, je pense qu'il voit quelque chose en lui. Et forcément, il y a un projet derrière. Je pense qu'on lui a dit, voilà, nous, on veut que tu t'ailles là parce que tu dois améliorer ça. Et puis, on va te regarder aller, puis on croit en toi. Ça, c'est sûr qu'il y a un message derrière. C'est pas possible. Yosi a fait un passage en HL. Siegenthaler a fait un passage en HL. Koukan aussi. Je veux dire. Moi, j'ai toujours dit, quand on me disait que Moser était prêt à jouer top 4 en échelle demain matin comme ça, wow, wake up, là, réveillez-vous. Il ne faut pas connaître la NHL pour dire un truc comme ça. Je suis désolé. Là. Il y a certainement un potentiel, là, ce gars-là, là, où je coule pas aller. Difficile à dire. Attendez, là, on va se calmer un peu. Là. Le gars, il n'est pas encore très épais. Puis en NHL, tu as des trains qui arrivent là, de 100 kg. Même s'il était prêt, ça lui montre qu'il y a encore des étapes à franchir. Et puis des étapes, puis c'est quoi? Pourquoi le brûler déjà? Si tu penses tu dis, OK, il m'intéresse, mais mettez-le en HL, petite patinoire, mentalité, les voyages, l'accumulation des matchs. Il y a un paquet de trucs qu'il doit gérer. Vas-y, gère ça, une année ou deux, pas d'urgence, puis on va te prendre plutôt que de garder en haut, comme te mettre 7-8, puis pas te faire jouer, etc. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Moi, je ne suis pas étonné. Si on a un projet avec lui, je ne suis pas étonné du tout qu'on l'ait envoyé en. Parce que il doit se grossir aussi. Je ne sais pas si ceux qui l'ont déjà vu en dehors de la glace, là, il est sec. Il est épais comme une feuille de papier, ce gars-là. Il est assez grand. Il mesure 1m85. Il ne fait même pas 80 kilos. Hey, en NHL, là, ça ne fait pas 80 kilos, mon ami. Tu es un poids plume. Hein? Je veux dire, la moyenne de poids en NHL, c'est 93 kilos. Puis les défenseurs, ça passe 95. Excusez-moi, là, mais il va se faire blesser. Moi, j'ai toujours dit, les matchs que j'ai commentés, que j'ai vus attentivement à la HC Bienne, ce gars-là, il se fait frapper solidement en Suisse. Il se faisait frapper solidement 3, 4, 5 fois par match, des mises en échec, mais solides parce qu'il ne se protégeait pas, parce qu'il faisait le bon jeu. Il prenait le check, il encaissait le check, ce qui est une bonne attitude. Un NHL, là, se faire assommer. Là, il faut qu'il apprenne à gérer ça. Puis c'est une petite patinoire. Là. Attendez, là, c'est un autre niveau de jeu physique. Alors, moi, je crois que pour son développement, c'est excellent. Je pense qu'on croit en lui. Il aura toutes ses chances après de monter parce qu'on en a fait leur premier choix d'Arizona cette année, fin de deuxième ronde. Et moi, j'étais très étonné qu'il sorte en deuxième ronde, déjà, petite parenthèse, parce que, écoutez, c'est un gars de 20 ans, troisième année d'éligibilité. Rappelez-vous que le draft précédent, c'était en octobre l'année passée, les gars. Donc, 8 mois plus tard, on ne l'a pas pris dans les 7 rondes. Arizona ne l'a pas pris. Il n'y a aucune équipe qui l'a pris dans 7 rondes. Puis 8 mois plus tard, il sort en deuxième ronde. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il a fait des points à bien? Peut-être. Moi, Steph, c'est pas nécessairement que ça que je vois. Avec le COVID, la difficulté de voyager, certains joueurs qui ne jouaient pas, je pense que les rapports d'évaluation des joueurs ont peut-être été un peu modifiés et peut-être qu'on avait un rapport étoffé sur Yannis Moser et on s'est dit, ce gars-là, on est sûr de ce qu'il peut nous donner parce que nous, on voit ça, alors que les autres, c'est plus des points d'interrogation. Donc, prenons même une valeur sûre pour nous. Même avant qu'il fasse ses points et sa superbe dernière saison à Bienne, il était quand même vanté par Patrick Fischer pour sa grande maturité. Donc, même avant qu'il brille et puis qu'il tape dans les yeux de presque tous les recruteurs, il y avait déjà quelque chose qui avait été décelé. Donc, Arizona va essayer de le mettre maintenant
en valeur. Mais tu sais, les comparaisons que j'ai entendues, là, j'ai vu des spécialistes, des pseudo-spécialistes de NHL qui me faisaient des comparaisons et qui ont dit c'est la mauvaise comparaison. Tu dessert un gars. C'est pas bon pour lui. Il travaille pour la HCBN. C'est mauvais de le comparer. C'est pas incomparable. C'est pas du tout le même jeu. Bon, messieurs, vu que vous êtes les spécialistes. Merde, c'est de mettre des attentes élevées comme ça. Parmi les autres Suisses. Parmi les autres Suisses, qu'est-ce qui vous a plu? On peut peut-être parler de Greg Hoffman. Greg Hoffman. Bien sûr. Bah, moi, je suis très content pour lui, même s'il a joué en 4e ligne ces derniers temps. Il arrive dans un club où les Européens ont la chance de pouvoir jouer, puisque le DG est finlandais. Il retrouve un ami avec Elvis Merzlikins. Je pense qu'il est arrivé dans le bon contexte pour pouvoir faire sa place en NHL. Maintenant, il va falloir qu'il confirme, ça va être le plus important. Il va avoir sa chance sur les premiers matchs. Il va falloir qu'il confirme, qu'il s'adapte aussi au rôle qu'on va attendre de lui, puisque pour l'instant, il est en 4e ligne. C'est comme Gaëtan Haas il y a 2 ans. Il va falloir qu'il prenne ses marques, qu'il trouve rapidement son jeu. Et puis ensuite, il devra peut-être gravir les échelons. Les gars, moi, je regarde sur les ailes à Columbus, là. Les ailiers gauches, les ailiers droits. Le seul point d'interrogation pour moi et la seule chance que je vois pour Gregory Hoffman sur les 3 premiers trios, c'est un certain Max Domi qui n'est pas indélogeable. Sinon, pour le reste, à cause de son attitude. Sinon, pour le reste, sur les 3 premiers trios, je vois Hoffman déloger personne parce que les gars ont de l'expérience NHL, sont des beaux talents. On peut parler de Patrick Laine, Jakub Voracek. C'est des gars indélogeables, je veux dire. Texier est au centre, là. Hoffman ne jouera pas au centre, mais c'est là où ça devient peut-être compliqué pour lui de se faire sa place et il devra saisir l'occasion dès qu'elle arrive parce que Gregory Hoffman ne peut pas jouer sur une 4e ligne en NHL. C'est pas ce style de joueur-là. Mais si tu prends le temps en patience, tu acceptes de commencer en 4e, tu découvres aussi la Ligue et tout ça et tu profites des blessures pour te montrer. Écoute, un joueur qui n'était pas dans la bonne chaise, là, que la plupart des gens qui nous suivent ont vu l'année passée, c'est Charles Hudon. Charles Hudon est un marqueur, il jouait sur une 4e ligne à Montréal. Est-ce que ça lui a servi? Jamais. À un moment donné, si tu mets un joueur dans la mauvaise chaise, Hoffman ne peut pas remplir le rôle d'une 4e ligne en NHL. Une 4e ligne en NHL, c'est une ligne défensive d'énergie qui frappe. Tu joues à 4 contre 5. Tu joues à 4 contre 5. Tu mets de côté ton aspect offensif pour vraiment ta responsabilité défensive. Je ne vois pas Hoffman briller dans un rôle comme ça et s'adapter à un jeu dans un rôle comme ça. Non. Est-ce que sa chance au final, c'est pas qu'il y a un nouvel entraîneur à Columbus et qu'il va falloir faire ses preuves, que tout le monde, finalement, même s'il y a effectivement Laine avec son gros salaire et d'autres joueurs qui devront amener des attentes, mais prouver au nouveau coach que finalement Hoffman il a sa place au NHL. Moi, personnellement, je ne sais pas si tu es du même avis, Steph, mais Tortorella, je ne pense pas que ça aurait été la pire nouvelle pour Hoffman parce que Tortorella est tellement pas patient avec des gars comme Laine et des gars comme Max Domi qui n'ont pas une éthique de travail parfaite que peut-être qu'il ne se serait pas gêné pour les mettre dans les gradins et faire jouer un Gregory Hoffman qui a peut-être une attitude meilleure. Moi aussi, je pense ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'on va être plus patient parce que Laine gagne plus d'argent et que Domi, on veut le mettre, on veut le montrer à tout le monde pour essayer d'avoir un échange? Faut voir. Honnêtement, il faut être patient avec lui. Il va falloir qu'il saisisse sa chance rapidement. Moi, j'espère juste. Faut qu'il saisisse sa chance quand il l'aura parce que je le vois aligné. Match amical, tu aligné en 4e bloc. Ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit aïe. Mais que ce soit en Suisse comme aux États-Unis, au Canada, les 4e lignes marquent aussi et il a censé aiguiser du but Gregory Hoffman. Donc, mais c'est parce qu'il faut que tu sois bien accompagné. Il faut que tu sois mis dans les. Tu joues 8 minutes par match avec 2 gars qui sont tunnel view sur la 4, là, qui ne voient rien du tout. Là. C'est un sniper, là, Gregory Hoffman. Il a besoin de quelqu'un qui lui donne le puck en mouvement, etc. Puis n'oubliez pas que c'est des petites glaces. Gregory Hoffman, quand il partait ici, là, il y avait de la place, etc. NHL, là, il faudrait qu'il se faufile, mais il faudrait qu'il reçoive le puck au bon moment, en bonne place. Puis ici, en 4e ligne, dans NHL, c'est des spécialistes. Ce n'est pas tous des grands talents. Ce n'est pas tous des grandes visions, les champs de vision. Hein. Donc, moi, je pense que sur une 4, ça va être compliqué. Par contre, tu le mets sur une 2, sur un 2e power play, comme on a fait avec Kubalik, qu'on a fait avec Suter. Puis Suter a été chanceux.
je l'adore, puis c'est un excellent sens du jeu, etc. Mais lui, il est arrivé au bon moment, puis Jonathan Taze qui est blessé, etc. Il s'est retrouvé avec Patrick Kane, en sérieux. Hein. Voilà. Si tu mets là, c'est plus facile. Ouais. Laissons vivre son rêve nord-américain. Oui, on souhaite que ça marche, évidemment. Ben oui. Tu parlais de Souter, il a bien fait aussi à Détroit sans Patrick Kane. Donc finalement. Oui, mais là, il a pris sa place. Là, on lui a donné un rôle maintenant. C'est ça, il a pris sa place. On va voir la saison qu'il va connaître. Là. Mais des fois, c'est une question de timing aussi. Il faut que tu sois à bonne place au bon moment avec quelqu'un qui t'aime et puis pop, tac. Et c'est ce qu'on souhaite à Grégory Hoffman. Je vous demande, messieurs, si vous avez hâte que ça commence. Très hâte, surtout qu'on va avoir des matchs ici. On va essayer de créer du contenu sur MySport, sur nos réseaux sociaux, pour bien vendre le produit NHL. Évidemment, on est excités que ça commence. Là, c'est cette semaine que ça commence, donc mardi soir. Vivement le début de la saison. Exact. Il y avait une question de Fabrice par rapport à Sven Berchi, qui a été envoyé en AHL, qui a passé par les waivers, qui a pas été réclamé. Est-ce que finalement, il va rester en AHL ou est-ce qu'il va revenir en Suisse en cours de saison? Son étoile a pâli. Non. Son étoile a pâli et le choix d'aller à Vegas, pour moi, c'était peut-être sa seule option, mais Vegas avait un contingent qui était assez bien rempli, donc je ne le voyais pas percer l'alignement de toute façon. Est-ce qu'il va se contenter de rester en AHL? Mais est-ce qu'il a envie de revenir? Il a toute sa vie là-bas aussi maintenant. Donc, comme c'est bizarre, il n'a jamais voulu revenir. Voilà. Hein. Il a aussi amassé quand même pas mal d'argent pour peut-être pas revenir en Suisse et accepter un contrat plus juteux que ce qu'il pourrait gagner en AHL. Après la saison, lançons la rumeur. Suisse. Genève, il y a un aéroport. Moi, je dis ça, je dis rien. Il n'y a pas un aéroport à Port-Entruy? C'est ce que j'allais dire. Sven Berchi à Port-Entruy. Enfin, c'était la thématique du chat aujourd'hui qui facilitait le travail à Vincent Léchon. Tu dis qu'il a gagné beaucoup d'argent, ça fait quand même 2 ans qu'il joue en AHL et plus en NHL. Hein, donc le salaire, il n'est pas. C'est pas des millions. Berchi, il ne s'est pas installé en NHL très longtemps dans sa carrière. Là. Bon, il a quand même 2-3 sous de côté quand même. Oui. Il en a plus que nous, les gars. Cumulé. Ouais. Ah bon, tu gagnes pas autant, Steph? Non, à part ça, on va signaler qu'il y a encore 3 autres joueurs en HL, c'est Tim Bernie, Geiser et Akira Schmid, le gardien, qui va jouer avec Utica. Geiser, les gars, moi je vous dis, il va jouer en HL. Voilà, il y a de la profondeur. Il y a de la profondeur en Amérique du Nord contrairement à Moser, il y a le physique parfait pour la NHL. Oui. Ça va beaucoup l'aider. Il y avait Florian aussi qui a posé la question. Jonathan et Stéphane, pensez-vous que Montréal va pouvoir refaire la même saison que l'an passé? Steph, je te la laisse. Voilà. Vu que vous n'avez pas envie de répondre. Je vais résumer en 3 lettres. Non. N-O-N. Même pas. Laissez nos Québécois en deuil, s'il vous plaît. Parce que là, ils sont tous en traitement, les gars. Ça ne va pas bien. Là. Bergevin, il est blanc. Il a vieilli 10 ans les 2 dernières années. On ne sait pas s'il va être renouvelé. On a fait plein de conneries. Mais on y reviendra une fois de parler des Canadiens de Montréal. Là, franchement, depuis 6 mois, là, ils ne brillent pas, franchement. Non, mais il faut dire que ce n'est pas une mauvaise équipe de hockey. Quand tu regardes l'alignement et tout, ce n'est pas une mauvaise équipe. Mais il faut oublier la finale de la Coupe Stanley et les premiers rangs dans la Ligue. Là, on s'entend que la finale de la Coupe Stanley, c'est une erreur de parcours. Là, hein? On le sait. C'est des belles erreurs. Je ne veux pas péter la ballonne de personne au Québec, là, mais sérieusement, il n'y avait rien. Messieurs, on a dépassé l'heure et demie de temps de jeu. On est dans les overtime. Le buzzer nous a interrompu. Pascal, il y a encore des trucs à faire. Oui, juste répondre à Vladi. Sbiza a pris sa retraite. Il est désormais entraîneur pour le développement des joueurs à Anaheim. Oui, parce qu'il a des placements immobiliers là-bas, le garçon. Exactement. Ouais, il reste encore 2 rubriques, messieurs. Avant de rendre l'antenne. Oui. Mais on va faire vite sur les 2 dernières. Stéphane, tu iras manger plus tard. Il nous reste, pour commencer, le joueur du week-end. Et on a décidé d'aller avec Thibaut Frossard pour ses 2 belles feintes et buts identiques vendredi et samedi. Le top scorer à Joulot qui fait actuellement plus que le job pour son équipe et clairement une des satisfactions pour Gary Sheehan. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé sur Ajoie, mais c'est le joueur actuellement qui fonctionne. Oui, et dans le chat, Pascal, on avait eu une question, un commentaire de Fabrice, et je vais y revenir parce que je l'ai vu passer quand on parlait d'Ajoie, mais le commentaire de Fabrice, c'est « Frossard va être dur à garder. On voit qu'il a le niveau de National League. » C'est vrai que les équipes de National League qui cherchent de la profondeur au centre... Mais il a un contrat pour l'année prochaine encore, le gars. Il doit-tu pleurer des larmes de sang? Il a encore un contrat à jouer pour l'année prochaine. C'est dans 2 ans qu'il pourra sonder le marché. Mais après, il pourra sonder le marché et c'est vrai qu'il va falloir qu'on soit compétitif à Ajoie si on veut le garder parce que j'ai l'impression qu'il a ouvert les yeux de bien des équipes.
Je vous l'ai dit, hein, ça va devenir une normalité dans nos commentaires, mais c'est la spéciale Frossard maintenant. Son but, il s'en est inspiré d'autres joueurs, on est d'accord, mais il fait toujours un petit peu le même move, ça fonctionne. C'est la Frossardise. Petite feinte des épaules, on lève un patin et on arrive à glisser le puck au bon endroit. Et il arrivait avec son tir du poignet à faire aussi en Swiss League de la magie. Donc, toujours qu'on apprécie beaucoup et on est très content pour lui de son début de saison parce que à Ajoie, il y avait forcément avec les étrangers qui étaient en dedans au début, il y en a un qui devait prendre la lumière. C'est arrivé entre lui et Tim Wolf. Donc, voilà. Une révélation. C'est une révélation. Après Kylian Motet. À 28 ans, c'est une révélation. Non, mais David, tu parlais de même feinte. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait leur carrière sur une seule feinte. Hein. Petit coucou à Jean-Jacques Eschliman à Lugano qui, sur les pénaltys, faisait toujours la même feinte, mais n'importe quel gardien se faisait avoir. C'est ça. Voilà, mais bravo à Thibaut pour son début de saison en tout cas. Oui. Et puis on va terminer avec le programme il reste le programme de la semaine. Exactement. Voilà, on était avec un programme bien chargé. Demain, Langnau-Bienne sur MySports 2. On va retrouver Stéphane qui sera à l'île Fils. Tu vas aller déguster les frites sur place. Il paraît qu'elles sont bonnes. Pareil, oui. Le retour de la Swiss League mercredi avec Langenthal-Turgovie. Vendredi, le studio, ce sera Fribourg-Genève sur MySports 1. Samedi, ce sera Zurich-Bienne sur MySports 2. Attention. Et puis dimanche, 2 documentaires à suivre. Le 3e épisode de Derrière le masque avec Gauthier Desclous à 19h50 sur MySports 1. Et puis à la fin du reportage passé sur MySports 2 pour découvrir notre reportage sur les coulisses de la montée du HC Ajoie avec le documentaire Cap sur l'élite. On a suivi Patrick Howard, Yari Chian et Philippe Michael De Vos durant l'été. Ouais, deux documentaires très intéressants à suivre. Hein. Donc, réservez votre dimanche soir. C'est parfait pour se mettre bien pour recommencer la semaine avec des belles images. Voilà. Et puis, bien évidemment, Backcheck le talk en simultané sur Facebook et YouTube vendredi et samedi soir et en rediffusion sur les plateformes audio, tout comme cette émission que vous pourrez trouver d'ici quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube, Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune émission. On vous souhaite une excellente semaine. Merci David, merci Stéphane, merci Joe. À lundi prochain avec un invité, ce sera Sébastien Beaulieu pour parler de Genève Servette et des gardiens du Genève Servette notamment. Bye bye. Merci, bye bye, ciao. Ciao tout le monde.